Eh bien, bienvenue à toutes et tous pour le séminaire du CPT d'aujourd'hui qui portera donc sur les questions de microbiote et de graines. Pour le déroulé de ce séminaire, ça va se diviser en trois parties principales. Je vais d'abord commencer par faire une petite introduction générale, une présentation des deux intervenants. On passera ensuite à une animation type table ronde où il y aura une discussion entre les deux intervenants autour de questions traitant du microbiote et des semences. Et enfin, il y aura une partie en fin de séminaire où on pourra traiter les questions que vous pouvez amener éventuellement dans le chat, plutôt si j'ai bien compris, parce que ça va être un petit peu compliqué en vocal On peut le faire en vocal, ou en on vocal. pourra ouvrir le chat vocal plutôt à la fin pour pas... Très bien. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Catherine Floïc. Donc vous êtes journaliste et éditrice et fondatrice de la maison d'édition Les Ateliers d'Argol. Et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Les semences en question, de la terre à l'assiette, dans cette maison d'édition, et qui est en fait finalement un travail d'enquête documentaire d'assez longue haleine. Enfin, ça fait longtemps que vous travaillez sur les questions d'alimentation, et en particulier en lien avec les semences. Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Et en deuxième intervenant, nous avons Gontran Arnaud, qui est maître de conférence à l'université d'Angers, où il enseigne notamment la physiologie végétale, et également chercheur dans l'UMR IRHS, qui est l'Institut de recherche en horticulture, et semences. Et ses travaux de recherche portent autour du microbiote des graines, avec des éventuelles applications pour l'agronomie. Donc, je vous propose de vous passer la parole pour que vous présentiez chacun vos travaux. On a à peu près une demi-heure pour ces présentations, et ensuite on passera à la table ronde. Je vous laisse la parole, Catherine Yes. Fleury. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour accompagner la présentation de Gontran Arnaud. J'étais quand même surprise, n'ayant pas vraiment de légitimité pour parler des semences et encore moins des graines et de leur biomode. Donc, je suis effectivement à la fois éditeur et auteur pour une série de livres d'une collection qui est partie de mon étonnement, d'une curiosité déjà, et de l'étonnement sur la situation et de l'inquiétude que me portaient certains sujets. Le premier livre, c'était Les huîtres en question, au moment où il y avait une grande question de mortalité et les triploïdes. Ensuite, les semences, donc c'était aussi un livre qui est né un petit peu d'une indignation sur ce qui m'inquiète un petit peu de l'atteinte à l'environnement, à la biodiversité, avec une série de rencontres, 40 personnes à peu près. Donc on pourra voir l'éditorial, le sommaire de ce livre, qui m'a permis de faire un parcours documentaire avec toute la naïveté et la non-connaissance que j'avais, et d'apporter ces informations dont on pourra reparler ensemble. Donc, sur le sujet du livre, Gontran va parler des graines, moi je vais parler des semences, qui sont des graines, mais vues comme une entité complexe, plutôt bio-socio-économique, mais qui sont utilisées pour des usages agricoles. Et la graine reste cependant presque rien, née d'une plante qui germe avec l'harmonie de la terre, de l'eau et du soleil, et qui son tour donnera une plante. C'est un cycle naturel qui ne cesse pas de m'émouvoir depuis mes premières plantations de lentilles. Les graines sont magiques. On a réussi à faire germer des graines datant de 32 000 ans. C'était, je crois, d'un arbre d'Asie mineure. Les graines ont ce pouvoir de dormance. C'est un mot qui est plein de poésie. Mon inquiétude aujourd'hui est née à la lecture d'articles sur l'appropriation des graines, leur manipulation scientifique, les conséquences possibles sur la santé, les enjeux économiques, alors que dans le même temps, des paysans, des maraîchers poursuivent et retrouvent des pratiques de sélection et de production des semences ancestrales, naturelles et saines. J'ai entamé donc cette investigation. J'ai découvert pour débuter, ce qu'étaient les semences, et j'ai vu qu'elles étaient utilisées pour la culture. Celles utilisées pour la culture font partie d'un catalogue officiel qui a été créé par le maréchal Pétain en 1941. Le principe de ce catalogue, poursuivi par le GNIS, Groupement interprofessionnel des industriels semenciers, nommé depuis 2021 SEMAE, Solutions pour une agriculture durable et engagée. Ce catalogue est celui de la certification des espèces et variétés végétales en France. Il faut savoir que la France est leader mondial des exportations de semences dans le monde.
Des grands comme Bayer-Monsanto que j'ai rencontrés pour ce livre démontrent leur politique d'extension pour les céréales. Vilmorin est le premier mondial pour des semences potagères. 95% des brevets des semences sont dans les mains d'une seule entreprise, Bayer-Monsanto, que j'ai aussi rencontré pour le livre. Au moment où j'ai réalisé le livre, il était interdit aux agriculteurs et aux maraîchers de commercialiser leurs semences non inscrites à ce catalogue officiel, des semences dites population ou paysannes. Cette situation faisait l'objet de poursuites, de luttes et de polémiques. Depuis, la vente tout particulier est admise, l'échange entre les agriculteurs, mais pas la vente directe. Donc j'ai rencontré des petits producteurs comme Pascal Pot en Lozère, qui est reconnu comme l'auteur de Tomates sans eau. Il pratique en réalité, c'est vrai, une sélection en fonction des critères de sa terre locale, du climat, trop de pluie, mais aussi pas assez de pluie, de température, de résistance et de qualité gustative de tomates et autres légumes. Il laisse à ses légumes être les meilleurs face à l'adversité et ne leur donne rien d'autre que leur liberté. Christophe Coligny, maraîcher en Bretagne, que j'ai rencontré aussi, cultivait 450 variétés de tomates. Leur sélection établie en collaboration avec des cuisiniers selon des critères essentiellement de goût, de texture, de couleur. Il vendait au marché et dialoguait avec ses acheteurs des goûts retrouvés de leur enfance. Voilà, ça c'est le point qui m'a semblé la plus euh, sain, logique et qui appartient aussi à mon enfance. Mais le catalogue du CEMA comporte, à l'époque de mon entretien, 9000 variétés pour 190 espèces. Je rappelle, Christophe Coligny, c'est 450 variétés de tomates. Et les semences à certifier, qui sont déposées par leurs créateurs après de longues expérimentations, avec un coût de brevet très élevé. Donc, ce n'est pas à portée de tous les producteurs. La production des variétés, notamment des tomates, se font selon des critères commerciaux, homogénéité, stabilité, productivité. On connaît ces créations incontournables, les tomates grappes, les tomates cerises, qu'on trouve depuis des années dans tous les commerces, même bio. On en reparlera en toute saison. Les tomates de forme et de couleur standard, conçues pour supporter transport, une longue conservation, ce sont des hybrides F1. Il faudra qu'avec Gontran, on précise un peu plus scientifiquement les choses. J'ai questionné le responsable du GNIS CMAE sur ce produit et il m'a dit que le F1 est né d'une hybridation naturelle entre deux parents sélectionnés pour des critères les meilleurs qu'il recherche. On dit que les semences sont stériles, je lui ai dit, et ne peuvent être reproduites. Oui, elles ne sont pas stériles, mais leur reproduction ne permet pas de conserver les critères premiers. C'est-à-dire que les maraîchers qui ont été acheteurs de ces semences sont contraints d'en racheter et ne peuvent pas vivre comme vivaient les paysans autrefois et sont dépendants donc de la qualité, du coût des semences, de tout ce qui se passe autour du système avec les coopératives et les fédérations de paysans. Et à ma question, le goût, qui est aussi une question essentielle de mon parcours, puisqu'en fait j'ai été éditeur, vous l'avez dit, d'une maison d'édition qui s'appelle les Ateliers d'Argol, et mon idée c'était d'aborder tout ce qui pouvait être les questions d'esthétique du goût et de rapport avec l'alimentation durable. Donc, les derniers publiés, ce sont les livres sur les huîtres, les semences et les algues. Mais j'ai publié aussi des livres sur le goût, qui est un sujet qui m'importe beaucoup et qu'on ne trouve pas beaucoup dans la littérature française. À ma question sur le goût, il m'a dit, je n'en tiens pas compte. Et il a cité une nouvelle tomate, cerise, conçue pour plaire aux enfants, plus sucrée. Donc là, tout était dit, c'est évident, c'est pas du tout les mêmes critères que ceux qu'on cherche, nous, quand on est acheteur de légumes sains et en plus qui ont du plaisir pour l'alimentation. Ce plaisir pour l'alimentation, c'est aussi le sujet du livre avec lequel j'ai conclu sur des rapports que peuvent avoir les cuisiniers avec leurs produits. On parle de la saison, mais on ne parle pas beaucoup du goût et de la qualité des produits, qui sont des produits qu'ils achètent à des maraîchers, qui sont dans des conduites vraiment classiques, ancestrales, comme ont toujours fait les paysans. Donc, je lui ai posé aussi la question des manipulations génétiques. Il a nié tout ce qui touchait à la transgénèse, tous les faux OGM que je peux citer, et leurs effets inconnus sur la santé. Il met en avant les progrès pour les cultivateurs, des résistances aux maladies, aux effets négatifs des produits phytosanitaires, aux insectes, les semences enrobées de produits phytosanitaires pour de meilleurs rendements. On parlera aussi des semences avec Gontran, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Le but des semenciers, c'est de créer un monde homogène, sous contrôle, ce que je considère comme la confiscation du vivant et le risque d'affecter la biodiversité. Donc, il y a une anecdote que je peux citer, qui est l'entretien avec Pierre-Henri Guyon, qui est un chercheur
qui était à l'époque au Muséum d'histoire naturelle. C'est l'anecdote qui est connue, mais qu'il est bon de rappeler du riz doré. Alors, il dit, dans certains pays, on cultivait du riz et des légumes alentour. On mangeait alors du riz avec des légumes. L'industrialisation de l'agriculture pour rationaliser espace et main-d'œuvre a fait abandonner les cultures potagères. Le riz est resté la seule alimentation et on a constaté que les enfants devenaient aveugles, voire mouraient de carences graves de vitamines. Au lieu de se dire on va remettre des légumes, ce qui semble la solution évidente, les scientifiques ont pensé à introduire le gène de la vitamine A dans le riz et ont donc fabriqué un riz transgénique. Alors voilà, c'est ça pour certains le progrès. Donc, j'avais commencé aussi à me poser la question des graines. Moi, les graines, elles prennent naissance et germent dans la terre. Donc, le sujet de la terre était très important. J'ai rencontré deux agronomes, Lydia et Claude Bourguignon, qui ont dit aussi que la terre on perd en moyenne en France 40 tonnes de terre à l'hectare par an. Les engrais à outrance, les pesticides ont détruit la faune, minéralisé la terre organique. Les engins agricoles ont compacté le sol. Avec les pluies, la terre s'écoule vers les rivières. Qu'est-ce qui reste pour l'agriculture? Donc, je pense que toutes ces questions que j'ai évoquées, les recherches des scientifiques et de Gontran en particulier, vont pouvoir apporter des réponses. Il ne s'agit pas vraiment de croire dans un avenir meilleur, mais d'espérer le plus possible. Et ça me ferait très plaisir. Donc, Gontran a la parole. Très bien, merci. Ouais, transition. Ouais. Je peux. Ok, Voilà. eh bien, merci pour pour l'introduction. Alors, j'espère que je vais être à la hauteur des préoccupations que vous avez. Alors, ici. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote des graines. Donc, merci pour l'introduction, Clément. Je vais pas me représenter. Je fais mes recherches à l'IRHS à Angers. Et je travaille sur le microbiote des graines. J'ai hésité entre plusieurs sous-titres pour faire cette présentation, donc j'ai décidé de laisser les deux. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de composition du microbiote. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le microbiote des graines? Est-ce qu'il se transmet de la graine à la plante, voire même de la graine à la graine entre les générations? Et quel est son impact en fait sur la santé des plantes? Et donc, j'ai bien fait de laisser le deuxième sous-titre. Est-ce que le microbiote peut être un levier pour une agriculture plus soutenable? Vous verrez, mais la plupart des recherches que je vais vous présenter aujourd'hui sont issues de ma thèse qui était en partie financée par un projet prioritaire de recherche cultiver et protéger autrement, qui visait à trouver des solutions alternatives aux pesticides autour des semences. Donc, Succeed, le petit jeu de mots entre Stop the use of pesticides on seeds. Et donc le microbiote des graines faisait partie, enfin, c'était une solution parmi d'autres, hein. Je tiens à insister là-dessus. Donc pour être certain que tout le monde parte avec le même pied d'égalité, je vais repartir d'une définition du microbiote. Donc le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes qui vont vivre en communauté. Donc ça veut dire qu'ils vont être dans un environnement donné, à un temps donné, et ils vont interagir entre eux et aussi avec leur environnement. Et donc, parmi ces micro-organismes, on va retrouver des bactéries, des champignons. Donc, c'est souvent ceux qu'on étudie le plus, les bactéries et les champignons, mais il y a aussi des protistes qui sont des petits micro-organismes eucaryotes. Et on a aussi les virus. Alors là, il y a un peu un débat sur est-ce que les virus sont vivants, est-ce que c'est vraiment des micro-organismes. Mais pour moi, on peut les compter dans le microbiote. Et donc ces micro-organismes sont à un temps donné dans un environnement donné. Et souvent, le microbiote, en fait, on l'associe à un autre. Donc je vais parler juste après du microbiote humain et du microbiote des plantes. Mais on peut aussi le définir à un environnement comme le sol, le microbiote du sol. Donc le microbiote qu'on connaît le mieux, c'est le microbiote des humains. Je pense qu'on a plus ou moins tous entendu parler du microbiote qu'on a dans nos intestins. On a un microbiote dans plein de compartiments, on appelle ça les compartiments, en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, dans nos cheveux, notre peau, et effectivement aussi tout notre système digestif. Et puis récemment, il y a eu beaucoup de recherches sur les liens très étroits qu'il y a entre le cerveau, notre cerveau, et notre microbiote des intestins avec notamment tous les éléments ici à gauche qui peuvent influencer cet axe en fait entre notre cerveau et notre microbiote. Donc à la fois les exercices qu'on peut faire, les différents médicaments qu'on prend, notre environnement, la façon dont on est né aussi peut influencer notre microbiote via la transmission par la mère en fonction de si on est né par césarienne ou voie basse, notre régime alimentaire et aussi la génétique. Donc ça, c'est ce qui va influencer le microbiote.
Et à l'inverse, le microbiote, lui aussi, va influencer la façon dont on s'alimente, notre comportement, l'apparition de maladies, notre état de stress ou de bonheur et nos interactions sociales. Et donc récemment, ce lien étroit qu'il y a entre un hôte, donc là l'homme, et son microbiote, ça a amené à une, une proposition d'un terme qu'on appelle l'holobionte, qui est en fait de considérer un hôte et son microbiote comme étant un tout, en fait, une unité fonctionnelle. On peut pas considérer l'homme sans son microbiote, en fait, tellement c'est important dans plein de fonctions de l'homme. Et donc, cet holobionte, bien que ce soit un peu débattu, voilà, c'est vraiment pour mettre en avant l'importance du microbiote pour un hôte pluricellulaire, plus grand, on va dire. Et donc, ce qui est moins connu souvent, c'est que les plantes aussi ont un microbiote. Et le microbiote des plantes, il est aussi important que le microbiote des humains. Ce microbiote, on peut le retrouver comme pour l'homme dans différentes zones de la plante. Donc on a par exemple ce qu'on appelle la phylosphère, en fait, le microbiote qui se trouve au niveau des feuilles. Ce microbiote au niveau des feuilles, il peut être à l'extérieur ou à l'intérieur des feuilles. On a un microbiote aussi que l'on peut retrouver dans les racines. Je crois que vous avez eu lors du séminaire une présentation sur ça lors de du premier séminaire. Et on a aussi un microbiote dans la rhizosphère. La rhizosphère, c'est vraiment le sol, mais dans l'environnement très proche des racines. Et ce microbiote, il va avoir une importance dans la protection de la plante contre certains pathogènes, dans la tolérance à certains stress biotiques et abiotiques, mais aussi dans la nutrition de la plante. Les champignons mycorhiziens vont aider la plante à prendre des ions et de l'eau dans le sol. Certaines bactéries vont favoriser la fixation de l'azote, par exemple. Et donc ce microbiote, il est très important et il peut varier dans le temps en fonction des différents stress que la plante va avoir. Donc là, c'est un petit schéma qui illustre en fait qu'on peut être dans un état au début sain, avec un microbiote sain pour une plante. Ensuite, un certain stress qui soit biotique, donc avec des agents pathogènes par exemple, ou abiotiques, une sécheresse, une augmentation de la température ou des produits chimiques pourraient atteindre donc le microbiote. Et on définit ça comme un état un peu dysbiotique. On parle des dysbioses humaines, c'est un peu pareil chez les plantes. On a un état où le microbiote est déséquilibré et donc les fonctions de ce microbiote vont aussi être déséquilibrées et donc la plante va perdre un petit peu en santé. Et en réponse à cela, on a mis en évidence, quand je dis on, c'est la communauté scientifique, hein, que la plante pouvait à son tour sélectionner des micro-organismes bénéfiques depuis le sol, par exemple, pour... enfin, alors là, je fais un peu de finalisme, mais finalement, ce recrutement de nouveaux micro-organismes va favoriser un nouvel état stable de santé pour la plante, quoi. Donc finalement, la composition du microbiote de la plante, il varie au cours du temps, un peu comme nous aussi, hein, depuis notre enfance, notre microbiote évolue. Depuis la graine jusqu'au développement de la plantule et jusqu'aux graines de la génération suivante. Et donc on a des nouvelles acquisitions qui vont se faire depuis le sol, depuis l'air, etc., etc. Et une étape clé, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est la graine, puisque la graine, ça forme à la fois le point de départ du cycle de vie des spermatophytes, et le point d'arrivée de leur cycle de vie. Et c'est un état aussi qui peut être dormant et donc qui peut être très intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est en particulier pour ça que je me suis intéressé au microbiote des graines. Et aussi parce qu'en fait, on peut faire un constat ici. Alors là, je vous ai montré un graphique que j'ai fait à partir de données du nombre d'articles en fait qui étudient tel ou tel microbiote chez les plantes. Donc ici, vous avez le terme rhizosphère, par exemple. On a beaucoup d'études sur la rhizosphère. En noir, vous avez le microbiote des plantes de façon générale. Ici, on doit avoir le microbiote du sol. Et on voit ici que le microbiote de la graine en jaune est beaucoup moins étudié. Et il commence à être étudié depuis les années 2010 environ. Et donc, il est beaucoup moins étudié. On va voir un petit peu pourquoi juste après. Alors que ce microbiote, il forme vraiment un inoculum primaire. Donc en fait, c'est une source de micro-organismes primaires pour les plantes potentiellement. Et pourquoi on l'a moins étudié? Parce qu'en fait, euh, on s'est beaucoup intéressé, on avait une vision pathocentrée, donc pathogène centrée. Donc euh, les graines sont effectivement vectrices d'agents pathogènes. Donc des champignons, des nématodes, des bactéries, des insectes, des virus, des oomycètes. Donc là, c'est un rapport euh, je ne sais plus exactement, c'est pas le travail du GLS, qui montre qu'en fait, il y a un certain nombre de maladies qui sont transmises par les semences, mais il y a aussi un certain nombre de maladies qui proviennent du sol qui vont attaquer les semences. Donc en fait, historiquement, vu qu'il y avait tous ces pathogènes,
on a eu plutôt tendance à vouloir stériliser les graines, par exemple par en chauffant ou en mettant des produits phytosanitaires, donc des pesticides, pour éliminer tous ces pathogènes. Mais en fait, plus récemment, on se rend compte qu'il y a parmi ce microbiote aussi des micro-organismes bénéfiques qui peuvent améliorer la croissance et la santé des plantes. Alors là, je vous ai mis une petite expérimentation qui n'est pas de moi, qui est de cet article-là, où en fait les chercheurs ont ici un contrôle positif, donc avec une graine non stérilisée. Ici, ils ont stérilisé les graines, on se rend compte que la plantule a une santé bien moindre. Et ensuite, ils ont réinoculé des micro-organismes qu'ils avaient trouvés sur les graines. Et en fait, on se rend compte qu'on rétablit une plantule saine. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des micro-organismes bénéfiques. Et donc, le microbiote des graines peut aussi être source de micro-organismes bénéfiques. Il mérite d'être étudié, quoi. Donc cet inoculum primaire, moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais en évoquer seulement trois. On va regarder un petit peu quelle est la composition de ce microbiote des graines. Ensuite, on regardera comment est-ce qu'il se transmet de la graine à la plante. Et on verra un petit peu quel est son impact sur la santé des plantes, sur la base de recherches qui sont issues de l'IRHS, mon unité, et aussi un petit peu de mes travaux de thèse. Donc, tout d'abord, on va regarder un petit peu quelle est la composition du microbiote des graines. Donc, on va zoomer sur une graine. Ici, vous avez une graine avec son tégument, ses tissus de stockage, et ici l'embryon en vert. Et on va retrouver des micro-organismes un petit peu partout, alors principalement sur l'extérieur de la graine. Mais on peut retrouver aussi ce qu'on appelle des endophytes, donc des micro-organismes qui se vivent à l'intérieur de la graine. Et donc, globalement, on retrouve des bactéries, des champignons. Il y a aussi des virus, mais ils sont un peu moins étudiés. Euh, Récemment, il y a une méta-analyse, donc c'est-à-dire une analyse qui va regrouper beaucoup d'études, donc là 63 études, pour comparer un peu le microbiote des graines sur plein d'espèces différentes, plein de variétés, plein de régions différentes, qui a montré qu'il y avait plus de 10 000 taxons bactériens et 2 000 taxons fongiques, donc une grande diversité à l'échelle globale, hein, à travers 50 plantes, 50 pardon, espèces de plantes. Et ce que ça a montré, c'est que le microbiote des graines, il avait une composition et une diversité qui est très variable d'une espèce à l'autre. Donc les graines de haricots ne vont pas avoir le même microbiote que les graines de tomates, mais aussi à l'échelle du génotype. Donc deux génotypes, donc deux variétés différentes de haricots ne vont pas avoir le même microbiote. Euh, Même à l'échelle d'un champ, les graines de deux plantes différentes ne vont pas forcément avoir le même microbiote. Et ensuite, à l'échelle des régions aussi, on a un effet. Si on met la même variété dans deux régions différentes, du fait du microbiote local, on va avoir des microbiotes qui vont être différents. Là, je suis vraiment à l'échelle globale si on regarde un lot de semences qui pourrait être produit. Maintenant, on s'est intéressé aussi plus récemment à regarder la composition du microbiote, mais à une échelle plus individuelle, à l'échelle de la graine à la graine. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une faible biomasse et une faible diversité. Alors, biomasse, ça veut dire nombre d'individus. Donc, en fait, il y a un faible nombre d'individus par graine et une faible diversité par rapport, alors là, quand je dis faible diversité, c'est par rapport au sol ou aux racines, par exemple. Donc, il y a peu de micro-organismes qui sont adaptés pour vivre dans cet environnement très, très sec. Et en plus, ce que j'essaie de mettre en évidence avec le petit schéma ici, c'est qu'on a une forte variabilité d'une graine à une autre, en fait, de la composition. Alors moi, vous verrez, je mets beaucoup de schémas de haricots puisque j'ai travaillé sur le haricot commun. Et donc, une étude a montré ici que sur le haricot commun, il y a environ une centaine de bactéries par graine qui appartiennent à environ, en moyenne, 8 taxons différents, donc 8 espèces, on pourrait dire. Et que c'est dominé par une espèce majoritairement. Donc, maintenant, on se pose la question de est-ce que ce microbiote, il se transmet? Donc là, la question, elle est très compliquée à étudier, puisque, en fait, puisqu'on a une forte variabilité à l'échelle de la graine, c'est très compliqué d'essayer de faire des liens entre le microbiote d'une graine et le microbiote d'une plante. Donc c'est un peu difficile de comprendre comment ce microbiote se transmet. Alors évidemment, il y a des études qui ont porté sur ce sujet, sur la transmission du microbiote. Il y a un certain nombre d'études qui s'intéressent à la transmission du microbiote des stades précoces, donc de la graine, on va dire, à la plantule, entre 7 et 10 jours. Et ces différentes études ont montré qu'il y avait une transmission qui peut aller de 0 à 50%, donc beaucoup de variabilité. Et ensuite, il y a aussi un autre ensemble d'études qui se sont intéressées à la transmission de la graine à la graine. Et là, pareil, beaucoup de variabilité entre les études. Parfois, il y avait une absence totale de transmission de la graine à la graine, parfois une transmission faible et parfois une transmission élevée. Donc finalement, pour l'instant, on n'a vraiment pas de consensus scientifique à ce niveau-là. Et pourquoi on a cette variabilité et cette absence de consensus? Parce qu'en fait,
on l'a dit juste avant, une forte variabilité de la composition initiale du microbiote des graines. Mm. Mais aussi, on a une forte variabilité des sols qui sont utilisés dans ces expérimentations. Et une étude récente très intéressante a comparé différents sols et différents microbiotes des graines. Et ils ont montré qu'en fait, la composition du microbiote du sol, elle avait une forte influence sur la capacité que le microbiote de la graine avait à se transmettre. Donc finalement, il y a vraiment une interaction étroite entre la graine qui a son microbiote, le sol qui a son microbiote, qui vont interagir lors de la germination pour ensuite donner une plante. Donc, plus récemment, on se posait la question, face à ces limites, en fait, comment on pouvait concrètement étudier le rôle du microbiote des graines. Donc, en conditions naturelles, je viens de vous dire que la forte variabilité inter-graines posait des problèmes pour établir des liens de causalité. Et donc, ce qu'on fait plus récemment, donc, en conditions expérimentales, c'est que l'on va prendre des microbiotes qui sont issus de graines naturelles, qui ont été cultivées en champ. On va extraire, enfin, on va isoler des micro-organismes, on va les réinoculer sur graines et on va regarder comment ils se transmettent, pour voir leur comportement. Ça permet un petit peu donc, de mieux faire des liens de causalité. Donc, ça a été l'objet donc, de ces travaux-là que je vais vous présenter. Donc, d'un point de vue méthodologique, tout d'abord, on a une première étape qui consiste à obtenir une collection d'isolats, c'est-à-dire un ensemble de micro-organismes qui vont nous servir de point de départ pour assembler des microbiotes. On va faire un choix de souches, vous allez le voir, il y avait plus de 1200 souches, donc on fait un choix, on ne peut pas tout étudier malheureusement, tellement il y a de diversité. Ensuite, on design des communautés, on les inocule sur graines et on regarde leur comportement, quel est leur effet sur la plante et est-ce qu'elles se transmettent. Donc, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, mon travail se portait dans le cadre du projet Succeed, où il y avait 4 espèces différentes, tomates, blé, colza et haricots. Et moi, je travaillais uniquement sur le haricot. Et par espèce, on étudiait différents génotypes, donc là, différentes variétés de haricots communs. Donc, on est parti de 8 génotypes de haricots communs. On a pris des graines et on fait ce qu'on appelle des macérations. Donc, on les mélange dans l'eau concrètement et les micro-organismes se libèrent. Et à partir de cette eau et ces micro-organismes, on va les étaler sur des boîtes et on va donc isoler des micro-organismes. On avait plus de 1200, par exemple, souches bactériennes. À partir de ça, on a sélectionné un certain nombre de souches bactériennes pour ensuite les réinoculer sur graines et regarder un petit peu comment elles se transmettaient de la graine à la plantule. Donc on travaillait dans du terreau non stérile, hein, du terreau qui avait lui-même des micro-organismes. Et pour ça, bon là, j'épargne un peu les détails, mais on utilise ensuite l'ADN des bactéries pour pouvoir les suivre en fait au cours du temps. Et donc moi, je me suis intéressé particulièrement au stade plantule, mais je suis aussi allé de la graine à la graine. Des plantules de haricots, ça ressemble à ça, à 7 jours. Et on faisait ces expérimentations en champ climatique en serre. Pour l'instant, on n'est pas encore allé au champ, je pense qu'on pourra en parler un petit peu après. Voilà. Donc je vais vous présenter mes quelques résultats hein, sous forme de bullet points. Donc, ce qu'on a montré donc, en iniculant différents microbiotes au niveau des graines, c'est qu'on avait une forte capacité de transmission du microbiote de la graine à la plantule. Donc, jusqu'à 7 jours, le microbiote qu'on avait inoculé initialement, il représentait 80% du microbiote à 7 jours. Par contre, ensuite, progressivement, on avait une disparition, ce que j'ai essayé de montrer ici, là, notre petite inoculum ici, on voit qu'il disparaît au cours du temps. Et dans le cadre de ces études-là, il n'y avait pas une transmission de la graine à la graine. Et le microbiote était ensuite remplacé progressivement par le microbiote de l'air, de l'eau et du sol. Ensuite, on a montré qu'il y avait un fort effet sur la santé des plantules. Ça, c'est assez intéressant. Donc, alors, sur ce graphique, ce qu'on a regardé, c'est le taux de plantules normales. Ici, vous avez un peu l'aspect phénotypique des plantules. Donc, est-ce qu'elles ont un aspect normal ou est-ce qu'elles ont des anormalités il manque de la chlorophylle ou les feuilles ne se développent pas. Et ici, en bas, vous avez les 35 souches que l'on avait sélectionnées. La petite zone grisée, c'est le contrôle. On a inocule en fait avec de l'eau, donc avec rien. Et on voit que parmi les microbiotes, il y a effectivement des pathogènes, des agents pathogènes ici, qui réduisent drastiquement la santé de la plante. Mais on retrouve aussi ici, de façon significative, un grand nombre de micro-organismes bénéfiques, donc qui sont assez prometteurs. Donc il y a une bonne transmission jusqu'aux plantules, un effet sur les plantules. Et ce que l'on a montré également, c'est que une souche, une bactérie ici, donc je vais prendre la bactérie violette ici, pouvait être forte ou mauvaise en fonction du contexte dans lequel elle était. Donc en fait, il y avait une forte influence du contexte biotique. Donc ici, si je mets cette souche violette dans cette communauté 1, on voit qu'elle est forte, elle se transmet très bien à la plantule. Par contre, si je la mets dans cette communauté 2, on voit qu'elle disparaît complètement, qu'elle n'arrive pas à se transmettre.
Et donc ça va être tout l'enjeu d'essayer de mieux anticiper comment les bactéries, les champignons, le microbiote se transmet pour pouvoir mieux anticiper et gérer les agents pathogènes. Donc finalement, euh, comment se transmet la bactérie violette dans un contexte donné, c'est vraiment l'enjeu et la question qu'on s'est posée ensuite. Et donc on a réussi en accumulant un certain nombre de données sur les bactéries et sur les communautés, donc comment elles étaient proches, etc., à établir des modèles prédictifs plutôt bons, pas encore complets, mais plutôt bons. Et là, je vais vous parler juste d'un paramètre qui est assez intéressant, qui explique un petit peu cette transmission. Et pour ça, on va s'intéresser au paramètre de la proximité avec les voisines. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique et on va regarder la proximité euh, de cette souche violette, qui est notre exemple, avec les autres souches que l'on met dans notre communauté, dans notre microbiote. Et ce que l'on a montré, c'est que quand on mettait notre souche violette avec des organismes qui lui sont très très proches, en fait, elles vont avoir tendance à plus rentrer en compétition, probablement parce qu'elles mangent les mêmes choses et donc avoir une plus faible transmission. Alors que quand on les met avec plus de diversité en fait phylogénétique, eh bien elles sont plus éloignées, donc potentiellement elles mangent des choses différentes et donc se transmettent davantage. Donc favoriser ici la diversité, la diversité phylogénétique sur les graines pourrait favoriser la transmission des agents bénéfiques, par exemple. Donc en conclusion ici, on a montré qu'on avait une forte capacité à transmettre un microbiote de la graine à la plantule, qu'on pouvait avoir des effets alors négatifs, on le savait depuis longtemps, avec les agents pathogènes, mais aussi très positifs sur la santé des plantules, et que les micro-organismes donc, de ce microbiote ils interagissaient ensemble et que ça pouvait influencer donc leur transmission. Et donc ça, c'est l'enjeu de mes recherches actuelles, de mieux comprendre les interactions entre ces micro-organismes au sein de ce microbiote, parce qu'en comprenant mieux ces interactions, on pourrait éventuellement favoriser la transmission de micro-organismes bénéfiques de façon naturelle euh, ou alors limiter la transmission et ou l'attaque d'agents pathogènes qui pourraient se trouver sur les graines, donc essayer de limiter leur transmission, ou alors s'ils se trouvent dans le sol, limiter leur attaque des graines en cours de germination. Et donc ça, ces différents résultats sont assez prometteurs pour proposer éventuellement des solutions autour du microbiote des graines comme potentielle solution alternative donc, aux pesticides. Donc là, je fais une petite partie perspective opinion qui pourra peut-être servir de débat pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ce savoir-faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, moi, ce que j'ai fait lors de ces travaux, c'était de l'inoculation de micro-organismes sur graines. Est-ce qu'on peut faire, dans le cadre de recherche fondamentale, est-ce qu'on peut faire ça de façon appliquée? Pourquoi pas? Je ne sais pas, hein, c'est une question. Ça existe déjà, il y a déjà des enrobages de micro-organismes, des rhizobiums par exemple, pour favoriser la fixation de l'azote et tout. Donc ça peut être une solution alternative très intéressante. Après, on peut se poser la question légitime du risque d'homogénéisation des microbiotes. Si on met pareil la même souche partout dans le monde, est-ce qu'elle ne risque pas d'envahir un petit peu tous ces environnements différents? Donc après, on pourrait réfléchir sur la question de la localité. Peut-être qu'on pourrait faire ce travail à l'échelle locale, identifier des micro-organismes bénéfiques dans les semences produites, dans les sols locaux, et essayer de les favoriser, ceux qui sont bénéfiques, pour limiter ceux qui sont plutôt agents pathogènes. Ensuite, on pourrait travailler sur le microbiote et la sélection variétale. La sélection variétale, aujourd'hui, elle repose beaucoup sur les traits enfin, les traits de performance des plantes, et on ignore complètement la dimension microbiote dans ce cadre-là. Alors que, je vous l'ai dit en introduction, il faut considérer la plante comme un holobionte et la considérer avec son microbiote. Et ensuite, un autre axe qui peut être développé, c'est plutôt de la modélisation et de la prédiction épidémiologique. Donc, à partir de ce travail-là que l'on fait, nous, plutôt en laboratoire ou en serre, voire même en champ bientôt, est-ce qu'on est capable de mieux prédire, à partir d'un lot de semences et d'un sol donné, si mon agent pathogène va attaquer mes semences, si mon lot va bien germer dans le contexte local donné? Donc, récemment, ça a été résumé un petit peu dans un article Review Opinion qui se propose en fait d'utiliser les micro-organismes dits de première génération, où aujourd'hui on est plutôt à ce niveau-là, où on applique directement des micro-organismes sélectionnés, des souches ou des communautés sur les graines, mais aussi dans les sols hein, et sur les feuilles, donc des agents de biocontrôle par exemple directement. Mais on peut aussi imaginer des applications de seconde génération. On va plutôt moduler le microbiote végétal via par exemple la modulation de nos pratiques agricoles
ou alors également sélectionner des variétés, donc ce que je viens de dire, hein, qui ont des meilleures interactions avec les micro-organismes. Donc vraiment considérer la plante comme un holobionte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie tous les membres qui sont impliqués dans ces travaux de recherche. J'espère que j'en oublie pas. Et je vous remercie pour votre attention. Puis après, je suis ouvert aux questions et au débat. Très bien. Ben, merci beaucoup. On peut bien, monsieur. Merci beaucoup pour ces deux présentations. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, mais je la garderai pour un petit peu plus tard, quand on aura avancé dans la table ronde pour pas trop faire des va-et-vient entre différentes thématiques. Donc là, je vous propose de discuter autour de ce qui a été dit et d'amener éventuellement des nouveaux éléments qui n'ont pas forcément encore été développés par manque de temps autour d'une entrée un peu à deux axes, une entrée échelle, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe vraiment à l'échelle globale, sociétale, que ce soit alors, vraiment mondiale, voire en France si c'est plus simple par rapport aux exemples qu'il y a, jusqu'au microbiote et au champ, enfin, c'est ce que tu as un peu présenté dans ta présentation. Et également temporel, revenir un petit peu sur l'histoire de ces thématiques-là, l'histoire des semences, et comment on en arrive là où on en est aujourd'hui, et les visions pour l'avenir. Alors, j'avais prévu une première partie de cette table ronde autour de la définition de pourquoi on utilise le terme semence, pourquoi on utilise des fois le terme graine. Ça a été un petit peu abordé. On peut rajouter. Ouais. Que voilà, si on pouvait Mhm. revenir sur cette terminologie, histoire de poser des bases bien Mhm. claires sur ce dont on parle, parce que je pense Mhm. que les mots ont forcément un sens et ce choix lexical Mhm. traduit éventuellement des postures qui pourront nous servir, je pense, pour la suite de la discussion. Donc, si on Mhm. pouvait un peu revenir sur ce terme-là, ce serait En fait, chouette. dans votre présentation, Gontran, vous parlez de semences. Ben, Parce qu'elles ça sont, dépend, parce il y a qu'en des fait, mais expérimentations effectivement, il y a vous des faites. expérimentations, mais on fait, c'est intéressant. Bon, si on reprend juste la définition, Définissez, effectivement, oui. une graine, cette graine, je dirais que c'est vraiment un organe biologique, c'est une entité biologique. Mm. C'est un stade de développement des spermatophytes, voilà. Mm. Alors que la semence, vous l'avez dit, ça a une dimension un peu aussi socio-économique, et ça a pour vocation à C'est produire une l'impression plante, d'être quoi. Ouais, production. production de plantes. Et donc, dans le cadre de mes travaux, alors pour mes travaux à moi, on ne fait pas de formulation. En fait, on inocule, mais en soi, on ne pourrait pas conserver cette graine. On ne pourrait pas conserver cette graine avec le microbiote que je lui ai mis dessus pour le long terme. Mm. Ça fait le projet d'Axe de personnes qui sont spécialisées dans la formulation pour essayer de voir si on est capable d'encapsuler ces micro-organismes bénéfiques autour des SNOPS. Et ce qui n'est pas forcément si facile à faire, en fait. Moi, j'ai une question sur vos recherches sont en collaboration avec l'INRA, c'est ça? Oui. Et quand j'ai rencontré, moi, des gens de Bayer Monsanto et de CNIS, il est question de recherche très, très poussée dans l'idée d'aboutir à des semences idéales. Dans quelle mesure ils font des recherches semblables aux vôtres et comment les chercheurs ont aussi des informations croisées? Question complexe. Parce qu'ils ils s'intéressent forcément à vos Oui, recherches oui, et oui, aux bien sûr. publications de votre Oui, domaine. je Et eux, connais. vous savez ce qu'ils font eux, ils cherchent à faire des graines idéales, enfin des semences idéales, maîtrisées, mais non pas à leur donner la vie dans l'espace, dans le temps, comme vous le faites ou dans vos recherches. Il y a une contradiction entre les démarches. Il n'y a pas forcément de contradiction. Enfin, j'ai l'impression que eux, ils vont vers là. Je ne sais pas exactement ce que Bayer Monsanto Bah, il fait, faut hein, vendre des graines mais efficaces. et si par efficacité, on entend un enrobage de micro-organismes, ce sera toujours mieux qu'un enrobage de pesticides, je pense. Ouais. Après, eux, leur objectif, effectivement, c'est de vendre des produits qui sont des semences et donc qui ont des fortes capacités germinatives, qui ont des bons rendements, etc., etc. Nous, on est quand même pour l'instant très très dans la théorie, dans le fondamental, essayer de comprendre si ça peut fonctionner, etc. Parce qu'il y a des produits qui sont vendus qui doivent sans doute fonctionner, et des produits qui sont vendus qui ne fonctionnent pas forcément. Alors voilà. Et donc nous, on est dans le fondamental pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mhm. Euh, mais pour ce qui est des allers-retours euh, entre ce que nous on fait et ce que eux font, La recherche, on travaille avec des fois avec certaines coopératives ou quoi, mais pas forcément avec eux exactement. Après, donc je sais Mhm. pas.
Il y En tout a... cas, pardon, Ah, excuse-moi. vas-y. Après l'introduction un peu pessimiste que j'ai faite, vous apportez une lumière plutôt agréable. Il y a beaucoup d'espoir, mais on pourra, je ne sais pas si on va y revenir ou bon, je peux évoquer ce point-là Ouais. maintenant. Mais c'est vrai il y a encore tout un chemin à faire, en fait, d'un point de vue. Alors là, ça dépasse de mon domaine d'expertise, mais Ouais. d'un point de vue réglementaire, qu'est-ce qu'on veut Mm. faire par rapport aux dernières questions que je pose? Est-ce qu'on veut vraiment inoculer des microbiotes un peu partout dans le monde? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt booster des microbiotes locaux? Et donc, pour l'instant, on peut pas, il n'y a pas de réglementation pour inoculer des microbiotes comme ça sur des graines. On est sur des graines, des souches uniques. Mm. On teste une souche unique, on l'inocule sur graines, Mm. on fait les enrobages et tout ce qui va avec. Et ensuite, on voit leurs effets. Mais pour mettre des consortia, donc des communautés, pour l'instant, c'est pas très clair, quoi. Le Ouais. cadre juridique n'est pas du tout clair. Il n'est pas restrictif non plus, du coup. C'est pas un sujet Si, juridique, c'est si, je pense qu'il est restrictif. Il D'accord. faudrait déposer chaque souche individuellement, Ok. par exemple, voire même, voilà, donc ce serait très compliqué. Ok. Ce qui, du coup, est une bonne transition vers une question de Geneviève Tail, qu'elle a posée durant ta présentation, Gontran. Mhm. Est-ce que les techniques d'inoculation des micro-organismes dans les graines sont brevetables? Je pense qu'on va vers les discussions qu'on avait. Oui, Est-ce que alors, c'est déjà le cas aussi? oui, c'est le cas. Quand j'ai commencé mes travaux Ok. sur ces thématiques du microbiote des graines, je suis tombé sur un papier. Bah, pour le coup, je sais plus le papier, je sais plus le nom exactement du papier. Mais c'est une équipe qui a effectivement breveté la technique d'inoculation. Là, ça consistait, moi, j'inocule sur graines. Eux, ils inoculaient au niveau du stade floral. Avant, Avant, ouais, ouais. sur le porte-graines. Et en fait, ça permettait une bonne transmission d'un agent de biocontrôle de façon assez reproductible sur les graines. Donc après, les graines de maïs, c'était sur le maïs, avaient toutes plus ou moins intégré à l'intérieur le micro-organisme bénéfique, ce qui avait des effets bénéfiques pour la génération d'après. Mhm. Et après, effectivement, je ne suis pas forcément calé sur les brevets, mais en fonction de la formulation que l'on va faire, Mm. euh, il va y avoir des brevets, je pense. Nous, on a Ok. essayé un peu de faire de la formulation pour accrocher mieux les graines. On a essayé de mettre des produits comme l'alginate, par exemple, Mm. que l'on peut extraire naturellement. Mais c'est pas notre domaine d'expertise, quoi. D'accord. Il y avait une question. Oui, moi j'ai quelques questions en fait, 6 même. Oui. Déjà, l'holobionte, la manière dont tu le définis, je pense qu'il faut aussi rappeler que, j'imagine en tout cas, donc je te pose la question, que ça concerne aussi les autres microbiotes, et pas que le microbiote intestinal, euh, cutané, voilà, vaginal, buccal, enfin, on est d'accord avec ça. Alors, l'holobionte, c'est. Bah alors, si on prend l'holobionte humain, c'est l'homme et tout son microbiote. Voilà, Mais tous les microbiotes, tous les microbiotes. effectivement. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que souvent, voilà, je pense que beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à microbiote pour humains, font Oui, référence effectivement au oui, 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 microbiote oui, intestinal, mais en oui, fait, c'est loin d'être le oui, seul. oui. Mm. Et loin d'être le seul, possiblement, à influencer aussi les pathologies. Voilà. Ah, complètement. On sait que des pathologies cutanées, etc., elles peuvent être liées directement Mm, à la présence mm, de dysbiontes. mm, mm. Voilà. Ok. Sur les virus, on est d'accord qu'il y a aussi les bactériophages, j'imagine. Oui, Et donc que certains de ces bactériophages peuvent influencer la population bactérienne. complètement. D'accord. Complètement. Moi, je travaille pas du tout dessus, sur ce qu'on pourrait appeler le virome, mais c'est une thématique hyper intéressante. Il y a des virus de plantes, mais il y a aussi des bactériophages, donc qui peuvent, pour ceux qui ne savent pas, les bactériophages, c'est les virus qui vont liser, manger les bactéries. Et donc, effectivement, je pense que sur le microbiote des graines, j'ai vraiment pas beaucoup lu d'études, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Le problème, c'est qu'on a des problèmes d'échelle, que je vous l'ai montré. Pour extraire de l'ADN à partir de graines, il faut en prendre plein. Donc, pour détecter des virus, etc., je ne sais pas exactement. Mais Bon. c'est un sujet vraiment à étudier, je pense. Mais ça veut dire que si on voulait être interventionnel sur le Mm. microbiote, on peut aussi imaginer qu'on pourrait cibler des bactéries Mm. négatives, entre guillemets, par le biais de bactériophages. Enfin, Complètement. sans rentrer dans la biotechnologie, hein, mais Mm, voilà, mm, mm. je pense que c'est pas impossible qu'on ait aussi un champ disciplinaire de ce type qui émerge à un moment pour. Mm. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, hein, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais pour, entre guillemets, contrebalancer des déséquilibres. Mm, mm, mm. Moi, je voulais savoir, pour les organismes épiphytes,
type orchidée, par exemple, les phalaenopsis, enfin voilà, ou si on pense aux cactus, on est sur des organismes, alors là, on n'est pas on les fait pas pousser spécialement pour les manger, hein, quoique la vanille, c'est une orchidée, mais au final, il y a aussi, j'imagine, un microbiote au niveau des racines, même si elles sont aériennes, ou au niveau des feuilles pour les organismes à absorption foliaire. Complètement. Ouais. J'ai pas très bien saisi la question. C'est pour les organismes qui. Épiphytes, Ok. de type orchidée, par Ouais. exemple, qui ont les Ouais. racines aériennes, tu sais, Ouais. on pense aux phalaenopsis. Ah oui, oui, il y a je suppose qu'il y a des microbiotes, ils ont un microbiote particulier partout. Après, la pression sur ce microbiote ne sera pas forcément la même. Ouais. J'ai pas forcément détaillé tout ça, mais le microbiote des racines, il est beaucoup plus diversifié. Alors, des racines quand elles sont dans le sol. Enfin, c'est dans le sol, voilà. Oui, parce que le sol est très diversifié. Il y a, voilà, il y a de la matière, il y a de la plante elle-même relargue en fait des exudats qui vont nourrir en fait ce microbiote. Donc, si les racines sont à l'extérieur, je suppose que la pression est plus grande, elles seront plus soumises à la dessiccation, à la sécheresse et aussi aux UV. On a une grosse sélection Bien sûr. du microbiote par rapport aux UV. D'accord. On a, euh, on a des micro-organismes au niveau des feuilles qui sont vraiment spécialisés dans, je sais bien résister aux UV. Des expérimentations assez intéressantes qui ont été faites, des chercheurs qui se sont amusés à mettre des plantes imprimées en 3D en plastique en fait qui ont montré que on avait un microbiote assez similaire parfois entre ce qui se déposait sur ce plastique et donc en fait l'adaptation n'était pas forcément très claire avec la plante, c'était plus je suis adapté à l'environnement Ouais. local. La topographie C'était ça, la topographie, le fait d'être exposé aux UV, et je suis la plus compétitive dans ce domaine-là. Voilà, donc ça c'est intéressant. Peut-être que quand on a une vraie plante, c'est bénéfique pour la plante, Oui. mais au final, ça se développe quand même, même sans la plante. Ça peut certains. Alors il y en a aussi beaucoup qui dépendent de la Un plante, des dialogue. nutriments qu'elle relargue, etc. Et alors, on a, voilà, souvent, lorsqu'on cultive des plantes, quand on les arrose pas assez ou quand on les arrose trop, on a un peu les mêmes symptômes, c'est-à-dire que les racines pourrissent et puis on a les feuilles qui jaunissent, quoi. On peut imaginer que le fait de trop arroser aussi, et dans le futur, s'il y a des inondations, s'il y a des épisodes climatiques qui sont, voilà, qui conduisent par exemple à des champs qui sont trop irrigués, on peut imaginer que le trop d'irrigation aussi crée des dysbioses au niveau des racines. Complètement, je Ouais. pense. Le principe d'une dysbiose, c'est que souvent l'agent pathogène était déjà là, mais qu'en fait, il n'était pas dans les conditions optimales pour prendre le dessus sur la communauté. Et donc, si lui, il est plus compétitif qu'on lui apporte plein d'eau, je pense à un champignon, par exemple, qui attaquerait les racines, Un phytophthora. effectivement, complètement. D'accord. Tous les changements climatiques globaux qui arrivent, malheureusement, vont impacter le microbiote. Et donc, anticiper les conséquences de ça, c'est très compliqué. Ça fait partie presque un autre domaine de recherche. Les gens se sont spécialisés là-dedans. Et on pourrait imaginer que des arbres qu'on pense voir disparaître dans 15 ou 20 ans, comme les hêtres en France, si on était capable de pouvoir voilà, changer leur microbiote pour les rendre plus adaptés à des sols plus secs, on pourrait les sauver. Est-ce qu'on pourrait Ah, imaginer qu'on sauverait la biodiversité actuelle alors, plus par longtemps? rapport, vous avez parlé des êtres, c'est ça? Ouais, les hêtres. Alors, pour eux, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, dans mon domaine de recherche, il y a des chercheurs qui s'intéressent à des bactéries qui ont tendance à faire pousser les racines, donc favoriser la croissance racinaire. D'accord. Et effectivement, c'est associé à une meilleure résistance à la sécheresse. Donc, en fait, en mettant les bons micro-organismes, en sélectionnant les bons micro-organismes dans les bons sols, par exemple, on pourrait favoriser la croissance racinaire à espèce égale, hein, je veux dire. Espèce égale. Ouais. D'accord. Et donc, ça fait Ouais, pousser les racines, donc on va piocher plus loin, donc on résiste un petit peu mieux à la sécheresse. D'accord. Super. Et on pourrait peut-être rappeler aussi pourquoi on met des pesticides au niveau des semences ou des graines Ah, ah, pour les enrober. oui, bah en fait, Les DHI, par exemple. ouais, j'en ai parlé un tout petit peu à un moment donné Mhm. sur, en fait, initialement, les graines, on les considérait enfin, comme vectrices beaucoup d'agents pathogènes. Donc, elles sont à la fois vectrices d'agents pathogènes, donc on met des pesticides pour limiter leur transmission, mais en fait, elles sont aussi très facilement attaquables. À ce stade-là, il n'y a pas trop de système immunitaire. En fait, la plante a un système immunitaire qui se met en place un peu plus tard. Donc, même si elle relargue quelques éléments, en fait, beaucoup de micro-organismes du sol peuvent l'attaquer. Donc l'idée des enrobages de pesticides, c'est limiter ce qu'on appelle la fonte de semis. C'est-à-dire qu'on va semer 100 graines et il n'y en a que 50 qui vont donner une plantule normale. C'est pour ça qu'on s'intéresse notamment à ce paramètre-là dans nos recherches. Et on a vu d'ailleurs que moi-même, j'avais inoculé un micro-organisme qui réduisait drastiquement en fait, la levée.
Donc initialement, on mettait des pesticides. Alors, il y en a de moins en moins qui sont autorisés, heureusement. Et aujourd'hui, on peut, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. On peut juste stériliser par la chaleur. Mhm. Mais aussi, on peut tout simplement, maintenant, c'est ce qui se fait de plus en plus, étudier le lot de semences en question, qui passe par des organismes. On étudie, on vérifie qu'il n'y a pas tel agent pathogène avant de pouvoir effectivement le distribuer. Ça évite quand même certaines épidémies de maladies des plantes. D'accord. Il n'y a plus de questions. Et Oui, je voudrais peut-être j'ai poser des, j'ai des questions, mais comme elles sont... alors, je suis géographe, donc déjà, je ne suis pas spécialiste des plantes, en dépit du fait d'avoir Clément et d'autres biologistes et spécialistes des plantes comme voisins de bureau. Donc, mes questions vont peut-être vous paraître étranges. En fait, à vous écouter, mais à écouter aussi beaucoup d'autres interventions, j'ai l'impression que beaucoup de scientifiques se déplacent pour étudier les mécanismes d'échange entre ce qu'on pouvait considérer comme des entités un peu closes auparavant, telle la plante ou tel le sol, et que maintenant on va de manière croissante étudier les phénomènes d'échange, voire alors pas seulement de commensalisme, mais aussi de symbiose, et voilà, et par exemple pour le être, etc. Et par rapport à ça, moi j'ai l'impression aussi que ce déplacement scientifique ou du regard des scientifiques a pour visée de marchandiser ou technologiser d'une certaine manière la capacité d'interagir avec ces différentes entités. Et que d'une certaine manière, vos travaux portent sur ces mécanismes d'échange. Ils font état de la grande variété de ces mécanismes d'échange en fonction des plantes, des sols, des contextes, etc. Et qu'en même temps, tout porte vers comment on va pouvoir intervenir de manière beaucoup plus générique sur ces mécanismes d'échange. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, enfin, il y a deux autres choses qui sont qui m'interrogent, c'est qu'on a l'impression qu'on s'est déplacé d'un modèle un peu, une vision de la plante comme organisme. Alors, avec, j'ai beaucoup lu Goethe à un moment, et notamment tout l'impact qu'il a eu sur la botanique ou le développement des plantes à une époque, hein, avec l'idée que bah, dès la graine, tu contiens la totalité de l'organisme. Et en fait, là, ce que vous montrez, c'est que dès la graine, tu ne contiens pas la totalité de l'organisme. L'organisme, il va se développer, interagir de manière pas aléatoire, mais voilà, diverse avec son environnement. Et que du coup, on passe d'un modèle théorique organisme, si j'ai envie de dire, à un modèle plus cybernétique avec des boucles de rétroaction, des interventions un peu aléatoires, et que du coup, voilà, ça modifie complètement la représentation qu'on peut avoir du développement, non seulement de la graine, mais de manière générale de l'organisme. Et en fait, je m'interrogeais sur comment, et peut-être Clément aussi peut intervenir en la matière, comment cette transformation de la représentation même qu'on avait des plantes, du bébé qui en germe avec ses gènes contenait tout l'organisme, ou de la graine qui contenait tout l'organisme, modifie ben, la botanique, enfin pas seulement la botanique, la biologie des plantes, ou etc. Enfin, comment plus fondamentalement ça change les représentations scientifiques. Et je lisais ce matin sur les travaux de Lynn Margulis avec toute la question de la symbiose. Et c'est vrai que ces modèles de collaboration, contribution, échange, c'est quelque chose qui se développe gigantesquement à partir des années, des années 60, mettons, et probablement avant. Je n'ai pas assez l'histoire des sciences en tête. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'a pas encore totalement affecté la façon dont même les disciplines se structurent. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Mais c'est un peu philosophique, Oui, non, mais c'est très général. intéressant. Bah, les deux, en plus, les deux points, donc j'ai noté un peu les deux Ouais. points, sont liés, en fait, je trouve, parce que donc, le premier point, c'était sur les échanges. Ouais. Et moi, sur ces échanges, j'ai envie de mettre le mot interaction. Je ne sais pas Ouais. si c'est exactement ça, interaction, on échange des choses, on interagit.
Mais je ne sais plus exactement ce sur quoi on peut discuter là-dessus. Mais par contre, sur le deuxième Sur point. la technologisation, Ah oui, pardon, oui, il y a, c'est ça, il y a c'est ça, oui. ce côté extrêmement Oui, oui. manipulé. Oui, Vous faites très attention à dire c'est variable en fonction oui. non seulement des Mm. sols, mais des individus Mm, plants. mm, mm. Et Alors, après, on développe des outils. ben là, clairement, la science actuelle, elle est un peu techno-solutionniste, ça, je vous l'accorde. Ouais. C'est les choix politiques et l'argent vient de là-haut. Et donc, on étudie ça comme ça. Mais après, encore une fois, c'est pas forcément pour faire de l'intervention. C'est ce sur quoi j'essaie d'un Mais peu ça la ouvrir. rend possible. Alors, ça les rend, au moins, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Le fondamental nous permet de comprendre ce qui se passe et au moins de ne plus négliger qu'il existe un microbiote des graines. Ouais. Donc, l'étudier davantage, le prendre en considération. Et après, potentiellement, effectivement, de toute façon, intervenir, c'est la définition de l'agriculture. L'agriculture, c'est on intervient forcément dans un milieu, dans un contexte agricole. Sinon, on serait encore chasseur-cueilleur. Euh, non, mais c'est vrai, l'agriculture, c'est intervenir sur un écosystème qui est un agrosystème finalement. Donc voilà, après, l'objectif, c'est pas forcément de tout maîtriser, toutes les interactions, etc., mais c'est de favoriser les bonnes pour qu'on ait des plantes saines. Mais c'est la même chose que quelqu'un qui va mettre du compost dans son jardin, il va intervenir. Oui, oui, c'est pas la question de l'intervention, parce qu'on est jardinier, enfin l'être humain est jardinier depuis très longtemps, et pas seulement l'espèce humaine. Mm. Mais c'est la question, enfin, on avait poussé l'intervention du côté des OGM, il y a eu des levées de boucliers en disant on intervient sur la structure même du vivant. Mm. Et là, d'une certaine manière, en se déportant du côté des échanges, Mm. on évite les OGM, où on ne se pose pas cette même question, mais on intervient sur une forme d'organisation du vivant, enfin je ne sais pas comment dire. Si, ça rejoint votre deuxième point. En plus, c'est favoriser les bonnes interactions dans l'écosystème, enfin, ou dans l'agrosystème, Ouais. pour ne pas voilà, être organisme centré, quoi. Et ça Oui. arrive au deuxième point sur l'organisme là, qui est un point très intéressant. C'est pour ça que donc il y a la définition de l'holobionte, on en a un petit peu reparlé. L'holobionte, c'est un peu débattu encore. Enfin, parce que les gens, certaines personnes définissaient l'holobionte comme une unité de sélection carrément, mais ça veut dire que il faudrait qu'il y ait un hôte, qui ait un microbiote qui soit vraiment transmis de génération en génération. On ne sait pas exactement à quel point c'est vrai. Donc maintenant, on est plus sur une unité fonctionnelle avec, par rapport à ce que vous disiez, un holobionte, en fait, ça contient, là je ne l'ai pas précisé, mais ça contient des micro-organismes qu'on va appeler corps, c'est-à-dire qu'ils vont être partagés entre plusieurs organismes, plusieurs environnements, etc. Et des organismes qui sont plutôt flexibles. Donc en fait, effectivement, au cours de la vie, la plante ou l'homme va recevoir des flux de micro-organismes, et en fonction de ce qui va se passer, va avoir un microbiote qui va varier, quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord que la définition d'organisme, elle est clairement à remettre, je pense, en question. Sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, purement scientifique, est-ce qu'un organisme, ça a du sens en lui-même? Oui, c'est ça. Et il y a tout enfin, sur la métamorphose des plantes, encore une fois, c'est parce que j'ai adoré le texte de Goethe à l'époque, il y avait cette idée de la graine qui contenait le tout, et c'est quelque chose qui a vraiment joué un rôle dans la manière dont on a pensé la biologie et son développement séparément des autres disciplines, notamment de la géobiochimie ou d'autres disciplines. Donc là, je pense que c'est quand même important, d'autant plus que, en fait, vous qualifiez ce microbiote en termes d'espèces de bactéries ou d'espèces tout court, mais pas le type d'échange. En fait, et là, ça rejoint ce qu'on a en écologie avec la définition des types d'échanges entre organismes ou de commensalisme, de parasitisme, de je ne sais quoi, sachant que les échanges en question, effectivement, sont pas toujours, voire, je ne sais pas si, oui, ils sont des fois bénéficiaires aux entités en question. Alors ça, oui, je suis d'accord avec vous. Alors ça, c'est parce que c'est mes études, j'ai montré. Moi, je fais dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de descriptifs, mais maintenant, dans l'équipe et dans l'unité et dans la communauté scientifique de façon générale, on va vers du descriptif, plutôt des échanges, hein. On essaie d'aller regarder les fonctions de ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils échangent d'un point de vue métabolique, etc., pour mieux comprendre. Donc effectivement, il faut aller là-dedans complètement, et c'est ce qu'on a fait dans une des études qui est poursuivie là actuellement par quelqu'un qui est en thèse, qui va viser à comprendre quels sont les échanges entre ces micro-organismes et quels sont les échanges aussi entre ces micro-organismes et la plante. Qu'est-ce que la plante fournit en fait lors de la germination à ces micro-organismes? Comment aussi certains exudats
Ouais. de la graine en germination vont limiter la croissance d'agents pathogènes. Donc en fait, on a aussi des ressources aussi moléculaires. Là, on a beaucoup parlé de micro-organismes. Mais en fait, les plantes, les graines, certaines savent très bien se défendre elles-mêmes aussi en produisant elles-mêmes leurs pesticides, en fait, hein. Des composés qui sont biocides. Ouais, ouais. Pour s'inspirer un peu plus et regarder comment ça fonctionne. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup parlé de ce qui changeait ces micro-organismes. Mais... Oui, et du coup, est-ce que l'écologie pourra avoir du sens comme discipline avec toute l'écologie fonctionnelle pour justement travailler sur... Parce que finalement, c'est des organismes qui échangent. Enfin, Ah oui, complètement. Ah ben, en fait, le terme microbiote, il est à la mode, mais en soi, pour moi, un microbiote, c'est une communauté microbienne. Oui, c'est ça. Donc, c'est de l'écologie microbienne. Mon domaine de recherche, c'est de l'écologie microbienne, hein. Complètement de l'écologie microbienne. Ouais. On n'étudie pas seulement ce qui se passe dans l'individu, mais les interactions entre individus et individu-environnement. Donc, C'est on est ça. dans les définitions typiques de De l'écologie. l'écologie, ah, mais c'est effectivement, complètement ça. Moi, je fais de l'écologie des communautés, hein. Ouais. Là, je ne vous ai pas montré trop de résultats très compliqués, parce que je ne savais pas trop le public et tout, mais nous, c'est de l'écologie. On regarde vraiment les interactions. On regarde aussi comment la proximité phylogénétique entre les espèces influence leur coexistence. On parle de niche, voilà, niche écologique, etc. On regarde un petit peu tout ça euh, Et, pour nos micro-organismes. et du coup, ça revient sur. Il y avait un ouvrage qui est publié l'année dernière, je crois, d'un écologue qui s'appelle Rob Dunn, qui a beaucoup publié sur les écologies domestiques à l'intérieur des maisons, D'accord? en analysant, par exemple, le rôle de la qualité de l'eau qui arrive au robinet en fonction des politiques publiques qui étaient derrière, et puis les communautés microbiennes, les D'accord. biofilms qu'on retrouvait. À la sorte d'un pommeau de douche ou à Oui, l'intérieur des ouais. maisons, etc. Et je trouve que pour le coup, voilà, si on essaye de penser un peu différemment le modèle biologique, peut-être qu'il peut y avoir, enfin j'en sais rien, ça me fait imaginer un autre champ scientifique à développer, mais bon, j'ai l'imagination riche, ça c'est sûr. Non, mais effectivement, c'est intéressant, hein. Tous ces micro-organismes, en fait, ils dominent le monde. Ils sont partout Ben dans oui, du l'environnement. point de vue de la biomasse, en tout Ouais, cas, ça ouais, c'est c'est ça. clair. Que Catherine Donc, peut c'est intervenir. justement ce sujet-là. Quand vous parlez des graines, les graines, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est le territoire, c'est la région. Donc, moi, je pense à la vigne, par exemple, et à la terre, aux qualités de la terre et aux qualités des cèpes qui sont mis en terre, qui sont plantés. Mais ça, c'est aussi une problématique qui est complètement évacuée par les graines Vilmorin, par exemple. Les graines sont toutes semblables. Si vous achetez des graines, vous pouvez les mettre en Bretagne, en Alsace ou dans le Midi. On n'a pas du tout penser à l'endroit où elles allaient germer et vivre. Donc vous, dans votre recherche, vous introduisez aussi cette idée que la graine, elle est dans un milieu de terre complètement différent et qui va évoluer justement avec l'évolution des climats, les crises à venir. Et ça, c'est important dans la relation entre le, le moment où ces graines vont être mises dans un milieu. Donc vous travaillez, vous disiez sur du terreau ou sur de la terre naturelle. Ça, c'est important aussi dans le devenir de votre recherche. Oui, complètement. Après, ça veut dire qu'il faudrait, enfin, dans le domaine de notre recherche, ça veut dire il faut plus d'échelle de temps, en fait, pour pouvoir faire de la transmission de graines de génération en génération dans un environnement donné, pour voir ce qui se passe. Et c'est en train d'être fait, en fait, là, dans le cadre d'un projet par une collègue qui cherche à étudier si je mets dans un environnement donné beaucoup d'espèces végétales, comment le microbiote va être acquis depuis l'environnement, est-ce qu'il va se transmettre de génération en génération. Les mêmes variétés ou des variétés complètement Voilà, variées et les voilà, oppositions entre c'est ça. leur mode de croissance, etc. Oui, tout à fait. Cette complexité, elle m'étonne finalement assez peu parce que ce changement d'échelle, même si on reste sur du microbien, du tout petit, du difficile à se représenter, on est sur une structuration écologique avec toute la complexité qu'il y a avec. Et du coup, forcément, on perd en pouvoir explicatif. Tu avais parlé un petit peu de modèles prédictifs. Quand on commence à mélanger un grand nombre d'espèces différentes et de paramètres, qu'on fait de l'écologie et pas juste de la physiologie ou de la génétique, enfin, sans que ce soit réducteur, mais c'est-à-dire que les paramètres sont moindres et les approches mécanistiques marchent beaucoup mieux sur des modèles prédictifs quand on est à l'échelle du gène ou de l'organisme. Bah, dès qu'on est plein d'individus, tous les paramètres s'en ressentent et la prédiction, l'applicabilité devient un petit peu plus complexe à mettre en place. Et peut-être pour nuancer un peu cette critique qu'il peut y avoir un peu technosolutionnisme, moi je trouve qu'avoir cette approche par microbiote,
c'est remettre du vivant en fait dans les champs, dans les cultures, remettre de l'écologie, pas seulement au sens politique, mais au sens scientifique, dans des milieux, dans des habitats qui sont abîmés, vraiment abîmés écologiquement en termes d'interaction depuis des siècles. Ça s'est accentué ces dernières années évidemment, mais depuis des siècles où finalement on se retrouve confronté à une forme de mur à remettre de la vie et des interactions dans un milieu qu'on est profondément dépourvu. Et c'est ça tout l'enjeu, je pense, de la recherche et de ces thématiques autour des sciences des graines et des microbiotes. Tu dis en remettre, mais ça peut être favoriser les conditions pour qu'elles reviennent Oui, c'est ça, naturellement. travailler la terre Effectivement, différemment Et toutes les techniques. Et ça me fait penser à une terminologie différente qu'on utilise beaucoup plus quand on travaille l'écologie à l'échelle des plantes ou des animaux, pas à l'échelle des microbes, pour se cacher derrière la justification de pourquoi est-ce qu'on essaie de remettre, de favoriser telle ou telle espèce qui est un peu absente d'un milieu parce que perturbée par l'humain, parce que machin. On a du mal à faire entendre un discours de bah, le vivant a une valeur intrinsèque en tant que tel et on l'a abîmé, Historique, on se quelquefois. doit de le conserver, ou historiquement, ou voilà. On va très rapidement, très facilement, pour vendre des projets, pour vendre des choses politiques, vers ce qu'on appelle des services écosystémiques ou des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire s'appuyer sur le vivant, les capacités du vivant, la gentilité du vivant, à fournir des choses à l'environnement avec comme finalité au bout de l'entonnoir l'humain et l'amélioration des conditions de vie de l'humain. Et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes schémas qui se passent, mais à l'échelle des bactéries et des graines dans ce cas de figure-là. Et je trouve le parallèle vraiment très intéressant parce que quelle que soit l'échelle, on se retrouve finalement dans les mêmes cadres. Tout pareil. Si ce n'est que probablement que Monsanto a plus son nez dans des histoires que là, je sais pas, sur la végétalisation des villes, quoique. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'un peu troublant. Et là, je réfléchis à haute voix parce que d'une certaine manière, ces communautés microbiennes, enfin, ces communautés de micro-organismes, on ignore largement ce que sont ces espèces. Enfin, c'est petit, mais c'est des espèces et de bactéries. Et pour le coup, on fait comme si on diffusait de la poudre dans un champ, alors que ça serait comme relâcher les lions si on se plaçait en plante bien tout minuscule. Ça, c'est complètement une thématique qui me préoccupe un peu. Complètement. J'en ai pas forcément parlé, mais les risques d'invasion, si j'en ai peut-être parlé un tout petit peu à la fin. Et en fait, alors j'ai plus les espèces en tête, mais au Brésil, pour trouver des solutions alternatives, ce qui était, je pense, une bonne idée, ils ont mis des rhizobiums particuliers sur le soja, par exemple, mais en le dispersant comme ça, directement, pas sur les graines, directement dans le sol. Et en fait, il y a eu une invasion complète de ce. Et le sol était dominé ensuite par une seule bactérie. Donc là, on a des problèmes en fait d'invasion qui sont terribles. Et puis là, pour revenir en arrière, c'était sans doute compliqué, quoi. Faire en sorte que cette bactérie qui va dominer l'environnement puisse laisser place au microbiote natif de ces territoires. Voilà. Donc c'est pour ça que, très sincèrement, là, c'est mon opinion à moi, je pense qu'on ne peut pas aller vers un monde où on va mettre les mêmes micro-organismes sur les graines partout dans le monde. Et donc, ça, c'est un outil. Nous, ce qu'on fait, c'est un outil pour comprendre, pour compréhension, pour montrer aussi à tout le monde que ça a un rôle, ce microbiote, et qu'il a un rôle, dans la santé des plantes directement, quoi. Et il peut influencer la santé des plantes. On en revient un peu à la question de la standardisation du vivant, de la marchandification et de la sérialisation, de vouloir absolument contrôler la nature et les effets que ça peut avoir très concrètement sur des effets rebonds. Mais justement, c'est parce que vous n'avez pas répondu, je continue de vous voyez pour le séminaire, mais vous n'avez pas répondu à la question de la cybernétique. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur les systèmes urbains, par exemple, on essaye de travailler sur les effets de boucles négatives et positives et de voir, par exemple, on végétalise là, qu'est-ce que ça donne, ça produit quoi, etc. Est-ce que si on sort du modèle organisme, etc., est-ce que vous prenez en compte les temporalités, les effets rebonds, à quelle échelle de temporalité et de spatialité, en fait? Pour ces études-là sur le microbiote, Ouais. C'est une thématique très compliquée. En fait, le microbiote, il évolue tout le temps. Donc, en fait, il y a des études qui sont faites à plusieurs échelles et surtout à plusieurs échelles de temps.
Là, moi, j'avais fait une étude de la graine à la graine, ça représentait juste 3 mois sur le haricot, mais il y a des études aussi sur les sols qui sont faites au cours des années. Et en fait, tous les ans, le microbiote, il évolue. On n'a pas encore parfaitement déterminé, c'est ce que disait Clément, c'est tellement complexe. On est sur des petites communautés qui abritent d'autres communautés végétales, qui abritent des... Donc en fait, c'est trop compliqué pour l'instant. Oui, mais en fait, c'est ça évolue constamment. Le microbiote s'assemble, des nouvelles arrivées, on a très peu de. On a une petite partie du microbiote qui peut rester stable hein, pour des années, par exemple, sur un sol, mais Et on ne sait pas pourquoi il reste stable. Et à bah alors après, on va regarder les évolue. fonctions. On va justement aller Ouais, regarder les c'est fonctions. ça. Est-ce que ceux qui sont là de façon stable ont vraiment une fonction particulière? Ça, c'est pareil. Ça peut être un débat, faut vérifier. Parce que c'est pas parce qu'ils sont là tout le temps qu'ils ont un rôle dans la santé de la plante. Il y avait quelqu'un qui avait pris une métaphore où on a un micro-organisme qui peut être très bien adapté aux pommeaux de douche, justement. Et en fait, c'est pas parce qu'il est tout le temps là qu'il a un rôle, c'est juste qu'il est juste adapté à l'environnement. Ouais, Il n'a c'est pas ça. forcément un rôle pour le pommeau de douche. Et c'est ce que je racontais avec la plante. Comme certains ministres sont adaptés à l'environnement, mais on ne sait pas si ça. Avec la plante en plastique, c'était ça, quoi. C'est tout pareil, hein, C'est en fait, adapté donc aux en fait, il faut conditions. aussi apporter des preuves, mais on commence à en avoir hein, sur le rôle. Mais voilà, il y a des micro-organismes qui sont là, ils ont des fonctions qu'on ignore par rapport à l'autre, ou alors qui n'ont pas tout simplement pas de fonction. On appelle ça des organismes commensals, hein, ils sont là. Oui, il n'y avait pas Voilà. d'interaction particulière. Et il y en a qui vont arriver et qui, eux, vont avoir un rôle très important. Et, Mm. et donc, c'est là où c'est complexe, c'est parce qu'en fait, les flux sont constants des micro-organismes aussi. Mm. Et encore plus dans ce monde où justement, on vend des graines partout dans le monde. On a des flux qui sont, avec le monde de la mondialisation, qui sont encore plus importants. Donc, Mm. c'est très, très compliqué d'anticiper un peu quel micro-organisme va pouvoir arriver. Puis là, donc, il y a aussi toute la thématique du réchauffement climatique. Les micro-organismes vont être Bouleversé. bouleversés. Certains qui ont tendance à aimer un climat plus chaud vont pouvoir remonter. Enfin, voilà, Mm. On est vraiment sur les mêmes thématiques qu'en Ah oui, c'est écologie de végétale et l'écologie. animale, hein, c'est exactement la même chose. Pour enchaîner, j'aurais une question plutôt pour vous, Catherine. En fait, au même titre qu'on remet un peu je trouve, avec ça, donc d'écologie dans les champs, une approche écologique d'interaction, je me demandais dans quelle mesure le vocabulaire utilisé, je reviens un peu sur votre travail d'enquête, notamment le terme de semence, qui pour moi est un terme qui est apparu pour sortir un peu les graines qui produisent de la nourriture de l'image de nature, en fait, enfin, sortir les graines d'un système et les appeler semences, les renommer, les standardiser, les commercialiser, réduire la diversité. On oppose du coup aux graines, même si l'objet est proche finalement. Et je me demandais dans vos entretiens si certains ou certaines paysans paysannes s'étaient approprié un nouveau vocabulaire et retourné au terme de graines, ou parce que vraiment le terme semence est bien adapté. Et sinon, par quoi passent ces messages? Enfin, comment s'émancipe de ce système très réducteur, hein, Je n'ai pas la réponse. En fait, on parle par exemple Morin, qui est un producteur de graines semences historiques. On appelle ça un grainetier. Il y a des Mm. boutiques qui s'appelaient les grainetiers. Et en fait, le terme de semence, il est utilisé par les interlocuteurs, notamment par les maraîchers, dans l'idée que l'unité qui va pouvoir être produite, produire des végétaux après. Et ces semences, justement, c'est remis en question par les fabricants de semences du catalogue officiel. Maintenant, les maraîchers utilisent plutôt des plants que des semences, parce que là, ça leur donne beaucoup plus de sécurité, moins de risques, Mm. dans l'idée que le stade entre la Ouais. germination et la plante, c'est un travail physique et aussi un risque Mm. pris. Donc, on va peut-être arriver carrément à des plants plutôt qu'à des semences. D'accord. Même Ça, c'est une C'est pas... thématique qui est très intéressante. C'est en cours aussi dans la recherche, hein. Mm. Mais bon, du coup, là, c'est un peu. Il y a aussi des aspects technosolutionnistes qui arrivent sur le fait de faire germer les graines en amont pour être Ouais, sûr que ces stades un petit peu, ouais, c'est ça. À risque, un petit peu à risque. Ouais. Voilà. Mais après, voilà, ça veut dire que sans doute des gens qui maîtrisent sauf si on fait nos petits plans nous-mêmes dans notre serre et tout ça, Ouais, ça c'est c'est ça. autre chose. Ouais. Mais si on vend des plans Ouais. directement. Et ces plants sont des plants de tomates et fin dont on voulait parler tout à l'heure, Hum, qui sont hum.
du modèle standardisé, tout le monde a les mêmes et on ne se pose pas la question. Elles sont même obligatoires pour tout ce qui est bio, culture bio. Ça doit être des tomates qui appartiennent au catalogue officiel. Après, il n'y a pas que des F1 en plan. Enfin, moi, Ah je. non. Oui, ouais, Oui, bien sûr. Mm. Non, non, mais quand vous achetez des tomates chez un maraîcher bio, il n'est pas dit que ce sont des tomates qui sont des semences paysannes et qu'elles n'appartiennent pas au catalogue officiel Mm. et que ce sont des F1. C'est marqué chez Biocop, justement, ils ont un emplacement où il y a marqué tomates de semences paysannes naturelles et tomates F1, carrément, ils le disent. Mm. Ah, mais ça doit être obligatoire, je suppose, Non, je crois pas. de préciser que Il c'est n'y a une. pas de même que pour les huîtres triploïdes, les huîtres nées en mer, il n'y a absolument pas d'étiquetage malgré les travaux qu'ont essayé de faire certains sénateurs pour officialiser les choses. D'accord. Vous avez du poisson d'élevage ou du poisson de pêché en mer, mais les graines et les huîtres, il n'y a pas d'origine. On pourrait peut-être revenir un petit peu sur cette notion de semence paysanne, du coup, Oui, de son émergence, du oui. modèle qui est proposé. Comment est-ce que concrètement ça se fait aujourd'hui? Quels sont les freins, les Mhm. leviers Donc au moment où j'ai du fait le marché? livre, il était question, il y avait une polémique et sur des jugements et même des procès pour des semenciers qui reproduisaient des semences et qui les vendaient notamment au public. Le cas connu, c'est Cocopelli. Et ces semences étaient attaquées par notamment le CNIS sur l'idée que c'était des semences qui n'étaient pas sécures ou certifiées, etc. Donc les maraîchers qui produisent leurs graines eux-mêmes, font des sélections qui sont des sélections faites comme les paysans autrefois. Et c'est leur souci de plus en plus de jeunes maraîchers, notamment, qui sont installés dans l'idée vraiment d'un respect de la biodiversité, l'écologie, etc. Cette idée de semence paysanne ou semence population, elle s'est vraiment développée. Avec en 2016, je crois, une modification de la loi qui permet de vendre des graines justement à des particuliers, d'échanger des graines entre agriculteurs, mais ne pas les vendre officiellement. Ça, c'était un sujet qui a évolué, qui n'est pas encore très abouti. Mais c'est toujours une question de défense de brevets, quoi. On peut pas les vendre, toujours pas. Directement, non. D'accord, ok. Il y a une logique monopolistique à la base de Absolument. cette standardisation de Voilà, tout à fait. des C'est une manières collision de- entre l'interprofession et l'État et Il y a une question les d'aller lois. breveter le vivant et comme Voilà. tu disais tout à Et la l'heure, question, justement, enfin, qui me préoccupe, moi, c'est le breveter le vivant. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Maîtriser et breveter. Mais là, ils ne brevettent pas le vivant, ils brevettent les outils qui permettent de le transformer. Là, ce que Les vous deux. dites là Alors, tout par à rapport au l'heure, microbiote, effectivement, on peut pas breveter une Ah, souche. Non. On peut pas breveter une souche et tout. Après, pour ce qui est de la sélection variétale, moi, je ne m'y connais pas trop. ouais. Donc, je sais pas si les variétés sont brevetées. J'ai un doute, mais je dirais que oui, moi. Il me semble que si, typiquement, Monsanto avait Ah bah avait oui. breveté la Il y a variété 9000 qui allait avec le 9000 Roundup, qui variétés était Roundup résistante. brevetées. C'est breveté, breveté. C'est breveté, ok. C'est des semenciers professionnels qui fabriquent leurs graines avec des conditions d'études en laboratoire, etc., très très drastiques. Et après, il faut payer pour avoir le brevet. Et après, les graines sont officiellement à un propriétaire. Hmm. Donc on brevette les outils et le vivant. Oui, En brevet. c'est assez. On le voit sur. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on discutait avec Virginie Maris, qui est spécialiste de l'université, et qui me disait que pour la transformation des espèces leur permettant de résister au changement climatique ou à s'adapter à des milieux un peu autres, il y a un usage maintenant assez massif. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, le casse-crisp. Oui, oui, ça, c'est un travail des noyaux. Voilà, c'est Des ça. noyaux de. Et donc, tu as l'impression que c'est devenu, l'outil est devenu le qui est breveté, quoi, fondamentalement. C'est-à-dire l'outil, la méthode et puis le produit fini qui a son étiquette définitive. Dans le cas de Monsanto, c'était vraiment ça. Ça. C'était créer une graine résistante au Roundup, qui Ouais. était du coup le glyphosate, c'est le glyphosate. Ouais, ouais. Et du coup, bah, vendre en même temps En même temps. le pesticide et la graine qui allait avec. Et surtout interdire, je crois, l'utilisation, enfin des utilisations croisées, disons. Ouais.
Il y a une question. Il y a une question, effectivement, de Elina. Finalisme. Je pense que c'est plutôt, effectivement, pour Gontran, évidemment, pour réagir On peut dessus, peut-être Catherine. demander à la personne si elle veut Oui, d'activer c'est son vrai micro qu'on et peut de la faire. poser à l'oral. Et donc, Elina, Elina, ouais. vous aviez posé une question, mais on peut peut-être la lire à haute voix si vous Si vous préférez. préférez, on la pose comme ça. Pardon. Je vais la lire. Euh, Dans quelle mesure peut-on parler de finalisme dans les processus de sélection par la plante des micro-organismes dans son milieu? Par exemple, dans quelle mesure est-il possible de parler de l'adaptation au réchauffement climatique via le microbiote? C'est vrai qu'à un moment donné, c'est peut-être parce que j'ai dit le mot finalisme, j'ai dit que j'avais fait du finalisme. Alors moi, j'ai parlé de finalisme dans le sens où je voulais dire que la plante n'a pas forcément conscience qu'elle sélectionne un micro-organisme bénéfique. Enfin, ça a été sélectionné au cours de l'évolution. Le fait que la plante relargue tel exudat, hop, ça favorise une interaction avec un micro-organisme bénéfique et qui va être bénéfique sans doute pour les deux. Il y en a un qui va se nourrir et l'autre qui va profiter de ce micro-organisme. Donc le finalisme, je le voyais dans ce sens-là. On fait beaucoup de finalisme pour. C'est facile en fait, c'est plus facile à discuter. On a une vision un peu humaine centrée où on dit voilà, la plante elle sélectionne, mais c'était le terme sélectionné. Ça a été sélectionné aussi au cours de l'évolution. Ouais. Elle fait pas exprès. Oui. Voilà, c'est ça que je veux Ah, dire. C'est ça que je veux dire par une activité de passer en revue les micro-organismes et dire je te recrute, C'est je te ça, recrute, je te recrute. c'est ça. C'est via le filtre qu'elle-même impose, Hmm. soit son système immunitaire, soit ce qu'elle relargue. Donc en fait, elle va favoriser ou pas, Hmm. au contraire, certains Hmm. micro-organismes. Et au même titre, je suppose que les micro-organismes Pas complètement. s'adaptent particulièrement à une plante, Oui, parce que oui. ça va dans les deux sens. Il y avait un deuxième bout de question, je crois, sur le réchauffement climatique. Ouais, par exemple, dans quelle mesure est-il possible de parler de l'adaptation au réchauffement climatique via le microbiote? Je pense que ça, c'était pour rebondir sur l'aspect, comment dire, la thématique un peu écologie, vision Ouais, écologique, holistique. holistique Ouais. de ce microbiote. Et que notamment, enfin, a priori, avec le changement notamment climatique, il risque sur du en tout cas d'avoir une remontée vers le nord de micro-organismes plus adaptés au climat chaud. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut formuler si on Et considère les le plantes, prisme écologique. elles se déplacent pas vite, alors peut-être C'est ces ça, organismes c'est se ça. déplacent beaucoup plus vite. C'est ça. C'est une question à se poser parce que je ne serais pas aussi sûr que ça que Ouais. s'il devait faire l'accord, je ne sais pas qui irait le plus vite. Parce que pour l'instant, enfin, en fait, ce qu'on observe, c'est pas tant la capacité maximale de dispersion, je parle des plantes, je ne connais pas trop pour les micro-organismes. Sur une année, c'est pas une migration, c'est suivre sa niche écologique avec donc une gamme de températures qui, sur l'hémisphère nord, va au nord de plus en plus. Ça, le hêtre suit très bien sa niche écologique, il n'y a pas de souci. Si ça allait 4 fois plus vite, probablement que le hêtre irait 4 fois plus vite. Enfin, je pense pour les micro-organismes, pareil, je ne suis pas du tout expert de la question, mais je pense qu'il faut des vecteurs plus quand même. Ouais. Ça peut passer par l'eau, ça peut passer par les semences, ça peut passer par les échanges mondiaux, mais sans vecteur, est-ce que ça pourrait passer uniquement par l'air et voilà. Je suppose qu'il y a des thématiques. J'avais vu des thématiques passer sur le microbiote des nuages. Ouais, Enfin, j'ai vu aussi. donc il y a aussi des micro-organismes qui peuvent sans doute avoir des flux, hein, mais je ne sais pas à quelle vitesse. Enfin, c'est quel organisme utilise c'est exactement comme les végétaux, hein, c'est les vecteurs de dispersion, les stratégies de dispersion. Ça peut être par du vivant, par le vent, les pollens. les pollens, probablement que le pollen, pour le coup, ça se déplace très vite. On a le microbiote. Les vents, La renouée du Japon, Oui, c'est introduit. Ah oui, non, c'est clair. Ou les élans. Je pense que c'est très impliqué. Il se passe, il y a des exemples de contamination dans certaines régions de maïs Monsanto, qui étaient des maïs vraiment maîtrisés par Monsanto. Et ils accusaient les voisins qui avaient des champs à plusieurs kilomètres d'avoir utilisé leurs graines. Alors qu'en fait, c'était une contamination par dispersion. Et aussi par rapport à la question, je rebondis encore une autre fois, mais par rapport à la question sur l'adaptabilité, on peut la répondre.
Est-il possible l'adaptation à un changement climatique via le microbiote? En fait, je pense que ça se trouve, la question aussi, elle était tournée dans le sens, est-ce que les plantes, par exemple, vont s'adapter au réchauffement climatique grâce au microbiote, peut-être? Ah oui, Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, parce que justement, si on a une vision holistique, enfin, holobionte, quoi, eh bien, potentiellement, c'est plus facile de faire évoluer les partenaires que l'on choisit, plutôt que la génétique, enfin, l'évolution Darwin, quoi. Les partenaires évoluent Le aussi. réchauffement climatique arrive tellement d'un coup qu'on va sans doute, enfin les plantes en tout cas, par exemple, nous, on va pas forcément s'adapter assez vite génétiquement, mais qu'effectivement, en s'assemblant en communauté, Ça peut passer Ah oui, effectivement par le c'est recrutement. ce qui rejoint la thèse de Margolin sur, en fait, le vivant s'est adapté ou a transformé la Terre en oui, créant des oui, collaborations. oui, oui. Elle est complètement dans la théorie de l'holobionte, hein, Ouais, complètement. ok. Alors je crois que le terme il est un peu vieillot, faut plus trop l'utiliser, mais holobionte, avant c'était aussi supra-organisme, quoi. C'est au-dessus, Oui. c'est une entité en Ok. tant que telle, L'unité, mais en soi, c'est vrai qu'on aime bien faire des cases, Mm. alors que là il y a des flux. Il y a des micro-organismes qui Mm. partent de ces supra-organismes. Donc c'est pour ça que holobionte, ça comporte à la fois quelque chose qui est stable, quelque chose qui vient, qui évolue avec son Mm. environnement, quoi. Et puis j'ai envie de dire d'autant plus, ok, choisir les partenaires, pourquoi pas, mais là on est sur du coup, des bactéries, des protistes et compagnie, donc les générations sont extrêmement courtes, et pour le coup la dérive ou l'adaptation génétique se fait super vite Mm, 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 mm. sur le microbiome. Donc c'est à la fois sélectionner les taxons a priori qui ont des fonctions ou qui apportent des choses qui peuvent permettre de mitiger un peu le changement climatique, enfin, et que la plante supporte ou non les changements de température assez rapides qui arrivent. Et en plus de ça, ces taxons s'y adaptent très bien, quoi. C'est sans doute pour ça aussi que le côté adaptation des variétés végétales aux échelles locales, avec des semences Mm. paysannes qu'on cultive et qu'on ressème au même endroit. Je ne sais pas, hein, mais je me dis que le microbiote, via la transmission de graines à graines, peut largement avoir son rôle en fait Mm. dans cette adaptation plus rapide que la génétique elle-même en fait. Complètement. J'ai été avec ce micro-organisme, ça m'a aidé à mieux résister à la sécheresse. Potentiellement, ça va être sélectionné très rapidement et les micro-organismes vont favoriser peut-être des traits chez les végétaux, quoi. Pour peut-être prolonger cette thématique changement globaux, changement climatique, je me demandais sur vos entretiens comment voilà, les personnes qui font des semences paysans ou certains acteurs que vous avez rencontrés identifient bien les difficultés qui vont arriver ou qui arrivent déjà avec le changement climatique et comment repenser plus localement la production de graines et la production de nourriture. Comment ils se positionnent vis-à-vis de ça Donc, l'exemple de l'entretien que j'ai eu, c'est Pascal Pote, qu'on appelle quelqu'un qui fabrique des tomates sans eau. Et en fait, il est en Lozère et il dit bien que c'est pas sans eau forcément, mais ce sont des semences qui laissent vivre et qui subissent toutes les choses qui peuvent les agresser alentour. Et les plus résistantes, ce sont celles dont les plantes qui résistent, il va prendre leurs graines et les ressemer. Donc, lui-même déjà, à l'échelon local, a les mêmes problèmes que des endroits où, par exemple, dans les vignes du Languedoc, il y a des excès de température haute, des excès de température basse, trop d'eau ou pas assez d'eau. Et bon, les vignes, c'est pas la même chose, mais les producteurs de végétaux savent déjà, mais à une échelle très très rapide, choisir leur semence d'une année sur l'autre, en fait. Ce qui s'était fait plus ou moins dans les zones par les paysans autrefois, où leur transmission, elle se faisait. Il y avait des années très froides, des années très chaudes, mais c'était homogène, alors que maintenant, ça progresse pas. Et ce que vous dites, je me permets, je vois la question et ça fait vachement de lien sur l'épigénétique, parce que ça favorise ce type de sélection, en fait, où un organisme, là, une plante, a subi un traumatisme, un stress, et en fait, la génération Après, suivante va s'en souvenir par de l'épigénétique. C'est ça, justement. tout à fait. Et Et la récemment, notion de stress que je ne connaissais pas, j'ai découvert justement avec les végétaux. et la question qui est, est-ce que les liens entre microbiote et épigénétique, et c'est hyper intéressant parce que justement, il y a une étude de notre unité là, qui est sortie, pas de moi, mais d'un autre groupe, qui a étudié ça, le lien entre le microbiote et l'épigénétique, mais pour le coup, l'épigénétique côté plante. Donc là, ça on rentre dans un truc un peu. Mais grosso modo,
une plante qui avait été attaquée par une bactérie, elle va s'en souvenir à la génération d'après, donc la génération de graines d'après. Et le truc, c'est que là, c'était plutôt défavorable. C'est-à-dire que c'était la bactérie qui faisait en sorte qu'il y ait des modifications épigénétiques pour la plante. Et ça favorisait ensuite la transmission. Et en fait, c'est un pathogène. Donc, en fait, c'est un élément pourquoi certains pathogènes, donc là, c'est une bactérie genre Xanthomonas qui se transmet de graine à graine. Comment elle fait? Ben, en fait, la première fois qu'elle y arrive, elle va modifier épigénétiquement la semence pour qu'elle se défende moins bien à la génération suivante. Et donc, ça veut dire qu'il y a du lien. On peut imaginer l'inverse complètement. On peut imaginer l'inverse avec des micro-organismes qui vont modifier épigénétiquement. Il n'y a pas encore trop d'études là-dessus, mais c'est passionnant. Enfin, absolument. Est-ce qu'il reste des questions sur ces thématiques-là? Même dans le UX, sinon on peut passer au dernier grand volet que j'imaginais. On a vu pas mal de choses donc, sur les mécanismes, comment ça fonctionne, etc. Moi, je me posais pas mal de questions sur l'acceptabilité à la fois de nouvelles semences, avec tout ce que vous nous aviez dit, c'est-à-dire la graine est vecteur de pathogènes, il faut la stériliser, etc. Donc, si on remet de la diversité, dans quelle mesure, là, tout de suite, il peut y avoir une acceptabilité de ces nouvelles semences d'un point de vue sanitaire, même si c'est infondé. Et au même titre, et je pense que c'est d'autant plus présent si on commence à parler de microbiotes, de microbes, de bactéries, de virus qu'on mettrait sur les graines pour favoriser leur développement. C'est des histoires un peu de perception et je voulais voir avec vous si vous aviez déjà des billes, des états des lieux de perception de ces choses-là. J'ai jamais entendu ça ou perçu ça. Bon, c'était déjà il y a 5-6 ans. En revanche, ce que vous évoquiez sur les outils qui permettaient de modifier les graines, mais dans les OGM, les faux OGM, etc., ça, les gens sont parfaitement conscients. Mais le reste, non, je n'ai pas connaissance. J'ai entendu parler. Le fait qu'il y ait des on peut parler des OGM en fait, hein. Je pense que le cadre est à peu près le même. Il y avait des fervents défenseurs et une très très forte opposition aussi vis-à-vis de ça. Ça se ressentait comment dans vos entretiens? Je pense que vous avez des anecdotes sur J'ai Guy Kessler qui était un pionnier et justement qui faisait partie, qui évoquait que les premiers OGM, je n'avais pas le souvenir, sont arrivés en 96. C'est un bateau qui est venu d'Amérique du Sud, je pense, avec du soja OGM. Et donc les oppositions étaient très rapides avec des arracheurs et des mouvements qui ont été vraiment très sévèrement sanctionnés. Et ça s'est fait avec des législations que je ne connais pas, je ne connais pas le suivi, mais c'est vraiment une opposition complète qui est aussi celle d'aujourd'hui à propos de ces légumes qui sont, paraît-il, en Bretagne. Enfin, Christophe Coligny, là, qui est un maraîcher en Bretagne, me disait que les choux, les artichauts, il y a aussi d'autres légumes, les brocolis, les endives, beaucoup sont des faux OGM. Vous pouvez Donc, définir FOSGM, c'est plutôt Oui. toi qui pourrais Alors, l'expliquer. je ne suis pas du tout calé sur ça, mais en fait, je m'étais un petit peu renseigné là-dessus. En fait, il y a beaucoup de variétés que je ne connais pas, Qui sont pas- qui ont été produites dans les années 50, voire même avant, où en fait, on a bombardé de produits chimiques pour avoir des variétés, quoi, des mutations et des variétés. Ensuite, elles ont été sélectionnées. Et ensuite, il y a un flou juridique. En fait, si on regarde la définition d'OGM, sur ces variétés-là, on les a obtenues par modification qui n'étaient pas du tout ciblées en plus à l'époque. Et étant donné qu'il n'y a pas eu de problème depuis, ils sont clairement autorisés. Et il y en a dans le bio, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est... Mais Ah dans oui, dans le bio. les méthodes plus contemporaines de transgénèse, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors ça, je maîtrise moins sur les NBT et tout, les nouvelles New Building Technology, là. Mais je maîtrise beaucoup moins le sujet. Donc, mais ça, c'est... C'est une introduction Alors, une transgénèse, c'est oui, l'introduction d'un gène qui est ailleurs c'est ça. dans une nouvelle espèce, Donc on parle du radis pour les choux, par exemple. par exemple. Ouais. Mais par contre, Là, c'est effectivement, la les OGM manipulation volontaire et Manipulation. ciblée, Oui, génétique, tout à à des fins productivistes ou Tout à fait. quelque chose comme ça, ce qui n'est pas le Voilà. cas du coup des faux OGM. Enfin, Absolument. c'est la même volonté finale, mais ça a été fait de façon stochastique en forçant le C'est ça, hasard, si j'ai c'est bien ça, compris. c'est ça. Tout à fait. Et en fait, il y en a encore énormément.
non dirigé, en fait, C'est à ça. l'époque. Il est mais sélectionné. Voilà, et après, il y a eu une c'est- sélection, comme on peut le faire parfois aussi en laboratoire sur d'autres organismes Ouais. lorsqu'on veut générer des mutations. Mm. Alors que je pense que la notion même d'OGM, c'est qu'on cible, on Mm. introduit quelque chose de Mm. connu, ou on cible par des techniques de ciseaux moléculaires. Voilà, Mm. maintenant, et c'est pas du tout pareil. Ouais. La logique n'est pas la même. Mm. Il y a quand même eu un moment, une intervention qui est Qui a une forte été, sélection. qui a été drastique, quoi. Ouais. Et la conscience du coup de ces faux OGM, y compris dans le bio, je ne savais pas, personnellement. Alors, Il y a des dirais choses que là-dessus, les gens en Le parlent. bio, en fait, est une question de pratique de culture, sans produits phytosanitaires, mais la semence elle-même, elle n'entre pas dans le critère de sélection. Comme je vous disais tout à l'heure, les maraîchers qui vendent des produits bio vendent des produits qui sont nés de semences ou de plants du catalogue officiel. Donc, c'est pas écologique, entre guillemets, quoi. Bien sûr. mais il y a, par rapport à ça, il y a une série sur YouTube d'un vulgarisateur ça doit s'appeler les OGM cachés. Ah ouais? Mais j'essaie de retrouver le nom, mais je le trouve pas. Mais qui est très intéressante et qui explique en fait comment certaines variétés, ce que j'ai raconté sur certaines Oui. variétés ont été produites et qu'aujourd'hui, en fait, voilà, il y a une autorisation de ces produits parce qu'elles ont été produites depuis 70 ans et que même si on ne sait pas trop comment on les a produites, Ouais. En fait, c'était des chocs de stress, des des choses comme stress ça. avec des produits, alors là je les ignore, Ouais. il Pas doit y avoir fait avec des radiations, mais aussi les des huîtres produits aussi. chimiques. Et après, en fait, on met ça dans des parcelles et Ouais. on regarde et ah, ce blé-là est très très grand et un super beau Ouais. rendement. On va le sélectionner, puis Ouais. on ne sait pas trop ce qu'on a fait génétiquement, quoi. C'est presque pire. Enfin, Oui, c'est Ah oui, presque oui. pire, ouais. D'accord pour la vie. mais c'est juste que voilà, et aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas Ouais. forcément, quoi. Alors que Effectivement, j'étais pas. Oui, c'est absolument pas maîtrisé. En Ouais. général, il n'y a pas eu de ces techniques de séquenchage, parce que c'est des années 50, Ouais, ça ouais, n'existait bien sûr. pas. Ouais. Donc, Ils ont retenu le gène, enfin l'allèle qui permet un rendement, mais on ne sait pas quels autres allèles ont bougé, quel co-effet ça peut avoir. Si ce n'est qu'empiriquement, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas de problème, on rassure, il n'y a pas de Ouais. problème, mais ce qui est un peu moyen comme démarche, je trouve. Ok, moi, je ne savais pas du Pour tout. conclure le livre, j'ai rencontré un personnage qui n'est plus d'ailleurs dans cette société. C'est une ONG à Bruxelles qui traque les lobbies. Et donc, il m'a fait un rapport tout à fait alarmant sur ce qu'on peut ignorer et ce qu'on sait, qu'on a du mal à admettre du rôle des lobbies dans l'agriculture pour toutes ces questions-là, à la fois de produits, de semences, etc. Je ne sais pas si vous voulez toucher deux mots sur le GNIS, le GNIS. Bon, On on en a en un a petit peu parlé, parlé au oui, début. tout à fait. Pas grand-chose à dire. C'est un catalogue officiel avec des positions qui sont très tranchées et un monopole qui est un monopole de semencier, c'est interprofessionnel, avec des vues évidemment économiques. Donc ça, c'est la question éthique un peu c'est un organisme officiel, ça existe. Mais comment on peut manipuler la nature et se prendre des droits comme ça? C'est ça ma question personnelle. Donc, par curiosité, je suis allé voir leur site il y a quelques jours avant de venir et ils commencent à introduire les mots-clés de biodiversité, voilà. Mais je sais pas ce qu'il en est réellement, quoi. Est-ce que c'est du marketing il y a beaucoup de parce marketing. que On avait dit ensemble, le GNIS, c'était le groupement interprofessionnel des industriels semenciers. En 2021, c'est devenu le SEMAE. On a cherché l'acronyme, j'ai trouvé Solutions pour une agriculture durable et engagée. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est assez. Je trouve l'entretien d'autant plus parlant dans le. Oui, avec une franchise, à la fois de naïveté et clarté. De toute façon, c'est un texte qui était publié, de même Monsanto, c'est pareil. Ils affirment sans vergogne. Ouais, ils sont intouchables. Voilà. Bien sécurisés. Et du côté du microbiote, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la potentielle perception de légumes produits à l'aide de bactéries et virus bénéfiques pour la graine? Qu'est-ce qu'en est en fait la vision, même de façon générale, pas forcément le microbiote des végétaux, mais la perception société de cette
Je pense que petits pour organismes. l'humain, j'ai l'impression qu'on c'est plutôt bien accepté. On parle de probiotiques, on entend parler un peu tous les jours à la pub et tout. On C'est sait le pas si projet enfin, marketing, là. on sait pas trop si ça marche et tout, mais on parle beaucoup de probiotiques et tout. Donc je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Mais il faudrait que ça marche en fait. Parce Il faut que informer quand si même. Comment bien sûr, les... que les agriculteurs soient informés, bien sûr. Oui, actuellement, Pour l'instant, il y a, je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup des de. scientifiques. Ouais, c'est ça, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de micro-organismes qui sont appliqués sur les graines et qui sont commercialisés en tant que Non, tels. non, c'est pas commercialisé, mais la diffusion de La cette diffusion, recherche, la oui, connaissance de la la connaît. part des agriculteurs, enfin certains, elle est réelle. Euh, Oui, comment elle est diffusée? Alors là, je ne sais pas trop Vous comment. ne savez pas s'ils savent Ils savent que dans les écoles, ça commence à se faire, hein, dans l'enseignement, j'imagine. via l'enseignement, etc. Mais, euh, Mais par rapport à ça, il y a tout un jeu aussi sur les termes qu'on emploie. Aujourd'hui, j'ai fait exprès de parler de microbiote, de communauté. Par exemple, nous, en fait, quand on réapplique des communautés sur des semences, on appelle ça des communautés synthétiques. Et donc ça fait, je pense, ça ferait beaucoup peur au public. Alors qu'en fait, une communauté synthétique, c'est juste qu'on Ça connaît la peut- composition. C'est nous qui avons mis les micro-organismes, mais les micro-organismes ne sont pas modifiés. On les a pris d'une graine, on les a remis sur une graine, mais on sait ce qu'il y a. J'ai fait exprès d'utiliser le mot communauté ou microbiote aujourd'hui, alors qu'on utilise beaucoup le mot communauté synthétique. Et ça, c'est un débat qu'on a eu dans le cadre du projet Succide, là, parce que pour faire accepter ça, effectivement, il faut peut-être réfléchir à expliquer mieux les choses, quoi. Vous Les avez eu termes ont un sens, quoi. des levées de boucliers dans le cadre de présentation de ces thématiques à des publics autres que expertes du microbiote et des graines. Est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers sur le terme? Est-ce que C'est-à-dire des levées c'est de bouclier. sanitaire? Bah, par exemple, vous êtes sûr de votre solution, ça a l'air dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin voilà, Bon. j'imagine des choses un On petit a peu plutôt eu naïves. des alertes parce que des alertes sur le fait qu'il faut que ça fonctionne en fait. D'accord. Voilà, faut que ça, parce que c'est ce qu'on peut avoir comme remarque et Mm. c'est vrai, hein, à juste titre. On fait des choses, c'est tellement complexe, on les fait déjà dans une serre. Mm. Ensuite, il faudra passer en champ et en fait, dès qu'on passe en champ, il y a beaucoup de solutions qui ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, Ah les oui. solutions de biocontrôle qui ne fonctionnent pas vraiment en champ en fait. Donc les agriculteurs, je pense qu'eux, ils sont prenants hein, de ces solutions alternatives. Mais sauf que si ça ne fonctionne pas et que derrière, ils n'ont pas de compensation pour avoir un salaire décent à la Mm. fin du mois. Bien sûr. On comprend aussi qu'ils se tournent vers des solutions qui. Allez chez mon papa. Mm. Et la difficulté du passage au champ et tout ce que vous avez expliqué juste avant, en fait, Ça en est où? les paramètres. En recherche, ça se fait. On en est là, hein, on fait des tests en champ et tout. Ouais. Mais le problème, c'est que les effets vont pas forcément être les mêmes. En fait, le microbiote que nous, qu'on teste, il va être influencé. On a parlé des flux. Il y a tellement de flux, en fait, et on comprend pas ce qui arrive à l'extérieur. On essaie de caractériser ce qui est du sol, ce qui est de l'air, ce qui est de l'eau. Mais en fait, sur une échelle de temps de rien que 2 mois, une expérimentation, par exemple, il y a 50% du microbiote, on n'a pas réussi à savoir d'où il venait. Mm. Par exemple, c'est un ordre de grandeur, quoi. Mm. En fait, il est tellement fluctuant dans le temps qu'il faudrait pouvoir regarder ce qui se passe. Donc là, on a des limites techniques, en fait. Mm. Parce que là, on utilise l'ADN, on regarde ce qu'il y a dedans. C'est tellement microscopique qu'il faut Ben oui, c'est ça. décrire tout ça, Ouais. les communautés. Sans avoir de visibilité ouais, très C'est ça. précise Et dessus. du coup, en laboratoire, on essaye de modifier les contraintes extérieures, par exemple le climat, pour voir comment le microbiote évolue en chambre, en quelque chose comme ça. Oui, ça se fait complètement. Il y a plein d'expériences là-dessus. Ouais. Surtout en ce moment, c'est beaucoup financé, c'est beaucoup étudié par rapport à la sécheresse aussi, ce que je disais. Ah, j'imagine. Ouais, donc on fait varier Alors, quand je dis on sait pas moi, hein, mais Oui. la quantité d'eau, par exemple, pour voir quels micro-organismes sont sélectionnés. Et justement, il y a des expériences comme ça où on va faire varier la sécheresse pour justement sélectionner, voir si au fil du temps, il y a des microbiotes du sol qui vont être sélectionnés petit à petit, quoi. Et en faisant ça, il y a des chercheurs récemment qui ont trouvé il y avait un genre qui était bien sélectionné par la plante et qui agrandissait les racines, en fait. Donc c'est très intéressant, quoi. Un genre en plus, donc ça veut dire qu'il y a Oui. peut-être plusieurs espèces. Oui, c'est ça. C'était un genre. Faudrait que je retrouve. Pas de souci, c'est pas l'interro surprise. Il nous reste une grosse dizaine de minutes juste avant de passer à la conclusion. S'il reste des questions ici ou en ligne, c'est le moment.
Il y a Geneviève. N'hésitez pas à lever la main en Ouais, ou ligne et le. normalement vous devriez pouvoir prendre la parole. Je vois que Elina qui avait déjà posé une question. On en reposait une juste On avant. en Il y a a posé une. Geneviève Tech qui disait que les OGM sont interdits en bio, bien évidemment. Là, c'était la question des faux OGM, enfin des pas OGM, mais qui en sont proches, qui a priori le sont. Et une nouvelle question du coup d'Elina. Je travaille sur les stratégies de renouvellement des forêts, donc aussi un peu sur la filière des graines et plants. Pour le moment, j'ai rencontré un cas de pépinière qui travaille qu'en racines nues, pas de godet, et je sais pas, j'ai un truc qui cache, et j'arrive pas, il me manque un mot, et qui applique mélange tout fait de champignons et de bactéries sur les graines avant de les semer. Ils disent que les plants sont beaucoup plus vigoureux. C'est hyper intéressant. Je suis preneur de. Est-ce que c'est ah, voilà, c'est du chou-fleur. Est-ce que c'est un mélange commercialisé? Est-ce que c'est un mélange fait maison? Parce que des tisanes, enfin des composts et tout, on le fait depuis Ouais. longtemps. Donc il y a déjà des choses qui sont appliquées sur les graines via des terres, des tourbes et tout. Euh, et parfois on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Là, je vois, il parle de Litière. lithofère. Moi, j'utilise En biodynamie, lithofère dans mon jardin. De la litière pour la faire fermenter. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en fait, c'est le principe des racines nulles, là, c'est le principe du pralinage. Donc, je pense que doit y avoir une composante voilà, terre, peut-être compost pour faire le pralin. Et on rajoute peut-être les bactéries là-dedans, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est des bactéries, des champignons qui sont, on les fait pousser, et on les rajoute, ou est-ce que naturellement on les retrouve dans les litières? Moi, j'en ai à la maison. Sec à diluer soi-même, Je pas peux- de précision de composition sur l'emballage. Ouais. D'accord. Alors, en fait, je pense que Ouais, la. je crois que c'est une évolution de l'IFOFER. Je crois qu'ils prennent effectivement voilà, du terreau de sous-bois. Ils rajoutent quand même des composés. C'est un peu curieux. Ils mettent un peu de sucre, par exemple, dedans. Enfin, Donc ouais, ouais, c'est pas complètement. C'est pas un truc qui vient, voilà, qui est récolté, et puis après on les prend juste comme ça. C'est quand même manipulé pour que ça puisse se développer. Mais je sais qu'en tout cas, expérimentalement, ça a fait l'objet de tests. Voilà, et ça semble effectivement donner Hmm. des choses un peu plus libres. Je trouve ça hyper intéressant par rapport à ce qu'on disait aussi sur la commercialisation. En fait, je pense que si on veut commercialiser une souche, deux souches, trois souches, c'est très compliqué. Mais si en fait, on regarde pas trop ce qu'on commercialise, on prend de la terre et bah là, a priori, c'est de la litière et c'est peut-être plus simple. Mais est-ce que ce sera reproductible et tout? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et ça a le mérite de. Qu'est-ce qui, dans cette litière, provoque les effets bénéfiques? Je serais hyper curieux, enfin, voir si c'est les micro-organismes, si c'est plutôt ce que les micro-organismes ont produit avant, ce que la litière a produit avant. peut-être qu'une solution, c'est de voir un peu plus large. Peut-être que, en fait, essayer de comprendre finement quel genre, quelle bactérie fait quoi, ça marche bien fondamentalement, mais l'application est difficile. Et partir du principe que globalement, avoir un microbiote du sol diversifié C'est et ça. riche, ça marche. Alors, prendre diversifié comme ce que c'est-à-dire avec plein de choses dedans, quitte à ce qu'on soit pas très au clair avec ce qu'il y a dedans. Et Oui. limite, c'est vrai que ça me fait poser une question. Est-ce que mettre du sucre dans du terreau pour nourrir Alors, les ça, micro-organismes et faire en sorte qu'il y ait Ah ouais. une biomasse Hmm. microbiotique, c'est ce qu'on c'est appelle quoi ça, c'est ce qu'on appelle un prébiotique. Du coup, c'est quelque chose qu'on applique et qui va favoriser des micro-organismes qui sont déjà là. Et ça, c'est ce qu'on prend, nous. Enfin, on peut prendre des prébiotiques. Et on parle de ça pour les semences. Maintenant, ils réfléchissent aussi à mettre autour des semences un sucre particulier, par exemple, qui n'aurait aucun, a priori, effet néfaste pour l'homme, Une réserve ou alimentaire. très limité pour l'homme. Voilà. Et ça ferait une réserve alimentaire pour les bons micro-organismes. Voilà. Et nous, on s'intéresse à ça là, dans les études. Je regarde un peu quel micro-organisme mange quoi. Et l'idée, ce serait de favoriser les micro-organismes qui sont bénéfiques et pour que ces micro-organismes poussent plus naturellement, quoi. Et qu'ensuite, eux, ils prennent le dessus sur les pathogènes, et ainsi de suite, quoi. J'ai une question Mais ça concernant, modifie, par contre. Pardon. concernant la biodynamie. Vous connaissez les usages, par exemple, tous les concoctions, les tisanes, le purin d'ortie, etc., qui sont pulvérisés après sur les vignes notamment ou sur d'autres plantes. Est-ce que ça peut avoir un rapport justement avec le développement de microbiotes particuliers? Alors, je vois ce que c'est la biodynamie. C'est vrai que c'est une pratique assez ésotérique où on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, qui part de principes un peu obscurs. Et il y a des études qui commencent à arriver sur le lien avec le microbiote.
Mais pour l'instant, je n'ai pas trop de billes là-dessus, je D'accord. ne sais pas exactement. Mais je crois qu'il y a des études qui sont faites sur la vigne, qui sont faites sur la biodynamie par rapport aux micro-organismes. Mais Je vois dans le chat que quelqu'un parle de la bouse de vache. Je sais que c'est une Ah oui? pratique qui est ouais. utilisée en biodynamie de mettre de la bouse de vache, je D'accord. crois, dans des cornes. Dans les... Et, pas du tout, c'est ça. Mais voilà. dans le pralinage dont je parlais sur les racines nues, qui est actuel, hein, puisqu'on n'est pas loin de la Sainte-Catherine, tout bois pour racine. Les gens font ça. Ils utilisent de la bouse de vache dans le pralin qui enrobe les racines. Pourquoi c'est censé faire quoi? Bah, ça apporte de En fait, déjà, ça colle les racines, ça permet Ouais. aux racines. Ouais. Déjà, la plantation en racines nues, elle est moins chère pour le particulier qu'avec une motte. C'est moins lourd, donc les problèmes d'histoire particulière, c'est mieux. Et puis ensuite, en fait, le pralin, ça permet d'enrober les racines et ça permet une meilleure reprise de la plante. Lorsque tu D'accord. plantes un pommier, un poirier, etc. Donc, par contre, le plant est plus fragile avant de le mettre en terre, donc il faut aller assez vite, quoi. Les cultivateurs, en fait, font pousser les arbres et puis ils les arrachent et ils les vendent du coup en racines. Voilà. Et la mousse de vache peut être utilisée dans le pralin, comme le fumier de mouton ou des choses comme ça dépend, quoi. Mais il ne faut pas mettre que ça, sinon ça brûle les racines aussi. Oui, c'est tout match. Après, c'est des histoires de dosage entre biodynamie ou si une plante de vache à l'hectare ou je sais plus quoi, ce qui fait globalement un apport en matière animale et microbiotique très réduite par rapport à l'hectare. C'est Ou, très, très ou un amendement dilution par énorme. douze. Ouais, c'est des dilutions énormes. Après, si ça amène le micro-organisme qu'il faut et que vous Mais au-delà de on peut la, se poser des hypothèses comme ça. Mais au-delà de la biodynamie, juste fertiliser son sol avec du fumier, c'est Ouais, remettre ouais. une diversité dans le sol. Et Non, là, il y a c'est ce qu'on fait. la question des algues que j'évoque justement sur l'enquête que j'ai faite dans la filière des algues, de tradition paysanne, dans les côtes du Nord, par exemple. Les paysans ramassaient du goémon, le mettaient sur les champs, ils pendaient les champs. Et c'est la terre de Bretagne Nord est réputée pour être très riche, justement. C'est là où il y a toutes les cultures de choux, de choux-fleurs, etc. C'est la terre qui a été enrichie au fil des siècles par le goémon. Et il y a des producteurs aujourd'hui d'industriels qui font des extraits d'algues qui sont utilisés justement pour remplacer tous les produits phytosanitaires et les... C'est très très flagrant, manifestement. Il y a des études qui sont positives de ce côté-là. Intéressant. très bien. Je ne sais pas s'il reste des dernières questions, sinon je vais vous poser à tous les deux une question un peu conclusive d'ouverture. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez à l'avenir pour vos thématiques, donc que ce soit la recherche sur le microbiote ou le monde paysan et les semences, tout problème sociétal, économique, écologique, environnementaux par ailleurs, où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait plus tard avec ces sujets-là? Bon, moi, personnellement, j'ai transmis toutes les réflexions que j'ai rencontrées. Si ça peut déjà faire connaître les questions à un public relativement restreint, mais communiquer là-dessus. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans des bibliothèques ou des écoles aussi. Donc, je pense que c'est la connaissance qui est la base qui manque un petit peu sur la question. C'est tout ce que j'essaie d'apporter. Mais j'essaie d'imaginer que des solutions comme celles que propose Gontran vont remplacer tout ce qui m'a inquiété, moi, dans nos excès de manipulation et de privatisation du vivant, en allant vers une biodiversité euh, euh, très maîtrisée pour éviter, par exemple, des champs avec toutes les mêmes espèces à des millions d'exemplaires et qui, un jour, peuvent prendre une maladie et être complètement atteintes. Tous les excès. Ce que j'aimerais, c'est on évite tous les excès. Moi, je vais vous rejoindre sur la fin, enfin, sur tout ce que vous avez dit, mais le premier point que j'avais noté, c'était effectivement la connaissance du microbiote qui nous entoure, bah, pour les plantes, pour ma part. Et puis, donc ça, c'est pour le grand public, on va dire. Et pour la communauté scientifique et côté recherche, c'est vraiment, même ceux qui travaillent sur le microbiote des plantes ont tendance un peu parfois à négliger le microbiote des graines, alors que c'est le point de départ, quoi. Donc, on étudie beaucoup les racines, les résultats, et il faut, hein, mais voilà, essayer d'avoir une vision plus holistique, considérer la plante dans l'entièreté de son cycle de vie. Très bien. Voilà. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là-dessus. Donc, merci beaucoup au CPT pour organiser ces séminaires. Merci beaucoup Catherine et Gontran
d'être intervenu, à tous les participants, participantes d'avoir posé des questions et insisté à ça. C'était vraiment très chouette. Je passe un super moment en votre présence. Plaisir partagé. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les participants et les participantes en ligne. Vous pourrez du coup retrouver cette séance du séminaire sur YouTube et aussi la partager à d'autres personnes si elle vous a intéressé et si elle vous a plu. Et le prochain séminaire du Centre des politiques de la Terre aura lieu le 18 ou le 19? Le 18 décembre. Le 18 décembre, et il sera animé justement par Xavier et Céline, et il sera sur le microbiote intestinal cette fois. Voilà, on parlera effectivement d'aspect santé et de microbiote intestinal avec deux invités assez prestigieux, Karine Clément et puis Alexis Zimmer. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.